Bienvenue chez nous sur Radio Armada. Bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Armada. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Rabat. Cher Rabat, comment vas-tu depuis... Bah écoute, ça va. Là, depuis la dernière fois que je t'ai vu, j'ai vécu des tas d'aventures et il s'est produit des tas d'événements, mais j'ai tout bien géré, ça va. Je m'en sors très, très bien. Ça va, tout va bien. Tant mieux. Aujourd'hui, on a le plaisir vraiment et le privilège de faire une émission spéciale Destin animé en compagnie, on le présente plus parce que je pense que tout le monde le connaît. Charlie Nestor. Eh bien, bonjour. Habituellement, Eric, quand il entend ça, il dit toujours on applaudit, on applaudit. On applaudit. Allez, on applaudit. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue Charlie, moi Merci. Je suis vraiment très, très honorée de te recevoir aujourd'hui. Non mais vraiment, Enfin, Charlie, pour moi, pour les auditeurs, enfin, les personnes qui ont mon âge, tu as bercé notre adolescence. Oh, bah c'est gentil, Et, ça me fait pour plaisir. moi, j'ai l'impression d'être une petite fille devant toi. Mais faut pas. Une petite adolescente qui revient. Pas du tout. Tout va très bien. Depuis que l'invitation a été faite, elle ne parle que de toi. Ah, bon. Mais enfin, moi, je dirais des trucs aussi. Non. Ah, on va avoir le droit J'ai de des- dossier aujourd'hui. Moi aussi, j'ai des dossiers. J'ai des dossiers. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir Mais avec le accepté plus grand cette plaisir. invitation. Vraiment, ça me Avec fait plaisir. vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Pour les personnes qui... tout le monde te connaît, tu es culte dans l'audiovisuel, dans la télé. Je pense que tout le monde a été, comme moi, bercé par tes émissions et surtout, notamment, une que tout le monde connaît. Moi, tous les matins, les samedis matins, j'étais debout. Je ne voulais pas louper le Hit Machine. J'étais même sur le plateau. Je faisais tout pour être sur le Hit Machine. Donc voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, du coup, c'est très plaisant et ça fait très plaisir. c'est gentil. Du coup, on va parler de ton long parcours, de toi. Oui, ça, je ne l'ai pas couché, parce que c'est long. Ah oui, il va passer à la... Comment ça s'appelle? À la moulinette. Au scanner. Au scanner. On va le mettre Très tout bien. nu, à poil. Exactement. dis donc. Qu'est-ce que c'est que l'émission? Non, c'est une émission. On dit pas tout au départ. Là, c'est ce On que- découvre c'est ce que- doucement. Doucement. Pourquoi aujourd'hui, Comment Charlie, comment Comment tes passions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, voilà. On va parler de tout, avec plaisir. Super. Voilà, Donc, je n'éluderai aucune question. Enfin, jusqu'à. C'est attention quand tu Oui, dis ça. oui, j'ai réfléchi. Ça ouvre On la va porte refaire. et les fenêtres. On va la refaire, encore. on va la refaire. Et qui est la jeune fille à mes côtés, très sympathique? Alors, on a aussi, on va avoir le privilège d'entendre notre talentueuse chanteuse Outshine Ah, enchanté. Merci, bonjour à tous. qui va nous interpréter une compo de... Voilà, une composition du nouvel EP Roméo qui s'appelle C'est trop. Exactement, et on regardera aussi un clip. Voilà le clip de Harley qui est sorti dernièrement. Exactement, tu nous raconteras un tout petit peu ton parcours quand tu feras ta belle prestation. Avec plaisir. Et tu vas chanter aussi? À la fin, on va tous chanter parce qu'il y a forcément une petite surprise. Elle a tout le monde prévu, la ouais. connaît, forcément. Et il y a moi, pas- je fais partie des privilégiés parce qu'elle est arrivée de bonne heure. Elle a fait une balance tout à l'heure. Donc j'ai écouté, j'ai regardé la Merci. balance et j'ai entendu la voix, j'ai entendu un peu le registre, l'univers. C'est plutôt sympa, rester à l'antenne. Très bien. Merci. Super, donc Charlie. Oui, présent. D'origine. Origine guadeloupéenne, Exactement. né à Paris, d'une maman guadeloupéenne, d'un papa guadeloupéen. Voilà. Super, tu as des frères et J'ai sœurs? 2 grandes sœurs. Deux grandes Moi, je sœurs. suis le petit dernier. Mhm. Ce qui est génial, parce que le petit dernier, c'est chouchouté par les parents, c'est chouchouté par les sœurs. Le nombril du monde. Ah, mais évidemment. Et donc, du coup, voilà, j'ai 2 grandes sœurs. Et en plus, qui ont eu la bonne idée de partir assez tôt de la maison. D'accord, Donc, alors vraiment, j'étais le roi. le roi. Voilà, le prince, le roi. Ah, je veux ça, je veux ça. Non, mais c'est vrai que, évidemment, je suis très proche de mes sœurs, mais c'est vrai que j'ai grandi presque en fait, comme un enfant unique, avec 2 sœurs. Ce qui est très D'accord. pratique, mais qui n'était pas physiquement toujours là. Donc, c'était génial. Et du coup, plutôt un enfant timide, réservé ou Ouais, plutôt- très très timide, Mhm. très très réservé, mais alors, curieusement avec beaucoup de copains.
D'accord. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été entouré de potes, de copains. Voilà, moi, j'étais celui qui emmenait la bande. Allez, on va faire ci, on va faire ça, on va organiser des booms, on va filmer des trucs, même avec nos petites caméras, tout ça. On va faire une émission de radio. À l'époque, il n'y avait pas encore de radio libre. Donc, moi, je faisais une émission de radio dans ma chambre avec 2 magnétos cassettes, c'est pour dire. Et en fait, j'avais un auditeur, j'avais un copain qui était un voisin. Et donc, je faisais tout. Hein. Je faisais les jingles, l'animateur, je coupais les musiques, etc. Et après, je mettais ça dans sa boîte aux lettres. Et la station de radio s'appelait RTO, Radio Terriblement Originale. et puis voilà. Et donc, et lui, il écoutait. Et après, il me disait, bon alors, ouais, ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Et donc, j'ai commencé comme ça, le mot est grand, mais voilà. En tout cas, la passion, elle est arrivée très, très, très vite. Oui, mais d'où t'es venue cette passion, justement? En regardant la télé. C'est vraiment, t'étais arrivé sur ton écran Mais dès tout petit, vrai la légende dit, enfin ma mère dit, que quand j'étais vraiment tout petit, etc., j'étais fasciné par la télévision et donc ma mère et mon père, en fait, me déplaçaient et il paraît que je cherchais l'écran du regard. Fou. Et après, ça m'a pas quitté. Après, je regardais la télévision, je sais pas, j'avais 3-4 ans. Mais je commençais à me poser des questions en me disant mais comment ils font, comment ils préparent un show, est-ce qu'ils arrivent à 8h du soir en disant bon alors qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure, ou est-ce que ça se prépare plus longtemps, et ça m'a pas quitté. Ça a toujours été ancré. Dès le début, tu as su tout de suite que c'était ta passion. Oui, c'était très très vite. Puis à l'époque, il y a un garçon qui était à la télévision, qui était chanteur, qui s'appelle Claude François. Et ça me fascinait. C'est-à-dire que Claude François, qui chante, qui danse, qui crée les chorégraphies, qui crée les costumes, qui a sa propre maison de disques. Et moi, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire tout en même temps. Voilà, donc et c'est plus ça qui me fascinait. Le chanteur, oui, sans doute, etc. Mais le côté self-made man, je fais tout. Tout. Ah ouais, ça me passionne. En fait, c'est plus de ce côté passion. Ah oui, complètement. D'accord. Complètement. Okay. Et ça m'a pas quitté. Hein. Moi, j'aime effectivement, j'aime être animateur, mais j'aime aussi réaliser des choses. J'aime aussi produire. J'aime aussi avoir des idées, proposer des choses. Ouais, c'est que ça m'a pas quitté. Merci Claude François. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. D'où venait cette passion? Tu nous as répondu parce que Claude François, à force de regarder... oui, c'est ça. Ouais, okay, c'est très intéressant. Enfin, vraiment, c'est... Parce qu'on ne devient pas... tu es, je pense, l'emblème des animateurs pour tous les jeunes. Et je pense qu'ils se posent la question... pourquoi cette passion? Oui, comment on arrive. Alors après, il y a des cheminements, il y a surtout des rencontres. En fait, ce sont surtout les rencontres, tu vas nous raconter. Qui font que tout d'un coup, ta vie elle bascule. Parce qu'il y a des gens qui te font confiance, etc. Donc c'est ça qui change la donne. Tu vas nous raconter tout ça. Bien sûr. Donc du coup, passionné depuis tout petit, arrivé sur les écrans télé. Tu fais quelles études du coup? Est-ce que tu t'orientes vers des études particulières pour accéder à Moi, j'ai grandi dans une petite ville de banlieue qui s'appelle Gonesse. Voilà, et j'ai tout fait à Gonesse, que ce soit de la maternelle à la terminale. Et à l'époque, on était tous un peu, comment je peux dire, dans les années 80, on voulait tous devenir Bernard Tapie. Voilà. Alors, bien sûr que la radio, la télé, ça me passionnait, mais je me disais, mais c'est impossible, le gouffre est trop large et trop grand, je peux pas en faire mon métier, c'est impossible. Donc, je m'étais dirigé vers des études commerciales. Donc, après le bac, j'ai fait une école j'ai fait une prépa d'abord. Et après, j'ai fait une école de commerce, qui était sympathique. Hein. Et après l'école de commerce, c'est revenu un peu parce que il fallait valider notre diplôme et donc il fallait faire un stage obligatoire de 3 mois. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire aux chaînes de télé, aux stations de radio, etc., ou même aux agences de pub. Et en fait, c'est même pas que j'ai eu des réponses négatives, c'est que j'ai pas eu de réponse du tout. Donc, je me suis dit, voilà, même pour un stage, t'imagines. Et du coup, ça s'est terminé par le fait que j'ai un copain qui m'a dit, écoute, chez IBM, je crois qu'ils cherchent des stagiaires. Donc, j'ai postulé chez IBM pour être stagiaire. J'ai fait mon stage de 3 mois. Et après, ils ont proposé de m'engager. Donc, je suis rentré dans l'informatique, qui n'était pas du tout mon truc à la base. Mais bon...
C'était mon premier boulot. C'était ma première paye surtout, et c'était pas mal. C'était plutôt bien payé, donc je me suis dit bon ben voilà, je rentre dans la vie active et puis on verra bien, voilà. Et puis et c'est chez IBM que ça a basculé justement. Oui, justement. Ouais. Alors, comment se fait-ce que ça a basculé d'un seul coup? C'est vraiment la vie est bizarre par moments, elle est étrange. Mais avec moi, passer de Bernard Tapie, le modèle C'est gagnant, avec moi. À Glem. Mais moi, la vie, elle a été très, très, très bizarre avec moi, très gentille, très sympathique. Moi, je suis vraiment. Il y a les enfants de la télé. Moi, je suis un enfant gâté de la télé. Ouais. En fait, je suis chez IBM. Voilà, je travaille. Ça se passe bien. J'ai un bureau. J'ai même une assistante. Et j'entends un jeune garçon à la cafétéria qui dit. Oh, je suis content parce que ma copine a été engagée sur une émission de télévision, etc., qui vient de se créer. Je tends l'oreille, je dis, ils sont de télé, bon. Donc je lui pose des questions, je dis, ah, c'est quoi, c'est comment, tout ça. Et je lui dis, mais tu sais pas s'ils cherchent des gens, tout ça. Il me dit, écoute, j'en sais rien. Le lendemain, je prends la voiture de la boîte, je vais à la Plaine Saint-Denis et je fais le pied de grue et j'attends. J'attends pour rencontrer. Tu t'es déplacé. Ah bah oui. Oui, parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de. D'accord. On sait jamais. On sait jamais. Donc je fais le pied de grue, j'attends bien, une bonne heure, en disant je voudrais rencontrer le producteur. J'avais le nom du producteur. et j'attends. Et puis à un moment donné, on me dit vous allez le rencontrer. Le type il est pas super sympa parce qu'en fait il se dit mais pourquoi? Oui, bien sûr. J'ai plein de trucs à faire. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et donc il me dit vous avez 5 minutes et je lui explique. En fait je lui dis voilà, en fait moi je suis très content, ma vie va bien, mais j'ai qu'une seule trouille, c'est de me réveiller un matin quand j'aurai 50, 60, 70 ans en me disant j'ai pas fait ce que je voulais réellement faire. Il me dit ok, d'accord, bon il me dit bon rappelez-moi dans une semaine. Et je pars, et à l'époque, évidemment que ce sont des choses que je ne ferai plus, mais à l'époque, je me dis c'est bon. Donc je démissionne de chez IBM, ma mère est catastrophée, mais voilà, je me dis, et donc je démissionne. IBM, ils me regardent en me disant il n'est pas en train de partir vers la concurrence, celui-là. Ouais. Donc ils essaient de me faire une contre-proposition que je refuse. Je dis il est vraiment dingue finalement. Et puis voilà, donc je pars sans rien. C'est un coup de tête. Oui. T'étais sûr que c'était bon? Oui, parce que le type me dit rappelez-moi la semaine prochaine. Donc pour moi, c'est que c'est bon. L'innocence. Oui, mais total. Ou la confiance, je ne sais pas. Oui. Et puis du coup voilà, et quand je reviens, il se souvenait plus de moi. Et je dis oui, enfin j'ai pas le temps. Allez voir avec les gens là en bas. La Pôle emploi, c'est à côté là-bas. Oui, les gens de la sécurité, allez les voir. J'adore. Bon, je vais voir les gars de la sécurité qui me regardent en disant qu'est-ce qu'on va faire de toi quoi, on sait pas. Et il se trouve que cette émission s'appelait La Haie d'honneur, présentée par Jean-Luc Lahaye à l'époque. D'accord. Et il y avait, c'est un très très grand studio, c'est un studio qui était immense, et il y avait 22 loges, sauf qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire toutes les clés. Donc on me dit voilà, il y a une clé, c'est un pass. Quand l'émission démarre, enfin quand on va commencer à tourner l'émission, tu géreras les loges et la clé. D'accord. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait les artistes arrivent. Moi je suis comme un fou, je suis super content parce que je vois tous les artistes que j'avais vus à la télé, je les vois en vrai. Et en plus, ils s'adressent à moi, ils me disent bonjour, voilà. Je dis, oui, alors vous êtes. Je monte, là, j'ouvre. Après, je redescends. J'ai oublié un truc. Et je remonte. Mais je me dis, j'ai passé le truc. Je suis exactement là où je voulais être. Voilà. Et j'ai pas de bureau, j'ai pas voilà. J'ai divisé ma paye par 1000. C'est-à-dire que globalement, je suis là. Pardon. Plus en tant que visiteur que vraiment employé, quoi. Mais je me dis, c'est génial. Première étape. Ouais, c'est génial. T'avais quel âge d'ailleurs? Je sais pas, là, je dois avoir 21, 22, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ouais, parce que quand j'étais rentré chez IBM, j'étais très très jeune. J'avais fait le bac, la prépa, 2 ans d'école, ouais, donc 22 ans. Ouais, 22. Donc, mais je suis très bien, je suis très content. Et plus les mois passent, et plus, voilà, moi j'aide tout le monde. Les cadreurs me disent tiens, Charlie, on a besoin de toi pour. Je suis là. Je vois. À la cantine, on me dit Charlie, j'aide. Je suis partout. T'es partout. Voilà, parce que j'ai que ça à faire et surtout, je suis trop content d'être là. T'es très content. Voilà. Donc ça commence comme ça. En fait, mon premier pas à la télévision, c'est vraiment. Il n'y a pas de nom.
Parce que assistant, assistant, Oui. c'est une fonction. Oui. Mais je suis même pas assistant. Je suis assistant de l'assistant de De l'assistant, l'assistant. en gros. Voilà. Mhm. Si on peut. Mais c'est pas grave. Ouais. Je suis très content. T'es contente de. Ouais, Super. je suis ravi. Super. C'est tes premiers pas. Et Oui. du coup, de Comment ça s'enchaîne de. comment de ça assistant de s'enchaîne l'assistant, d'assistant de l'assistant, parce que finalement, après, alors j'ai cru comprendre que tu étais après Chauffeur de salle. Oh, c'est venu après ça. Ça a venu après. En fait, tu as fait d'abord, tu as travaillé pour Glem. Oui. Ouais. Alors ça c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que, alors je fais court parce Ouais, qu'il s'est vas-y. passé plein de trucs et tout ça, mais Glem en fait, je croise c'est ça que je par voulais en venir. hasard, mais vraiment sur le plateau de télévision où je tournais, où je devais pas être parce que ce plateau ne servait plus, et il tourne une émission spéciale etc. avec Jean-Pierre Foucault. Et je croise par hasard Jean-Pierre Foucault, voilà, et il prend mon numéro. Parce que moi, c'était grave. Moi, il ne se passait plus rien. Et je voulais continuer à travailler. Et donc, je croise Jean-Pierre Foucault qui demande à son assistant de prendre mon numéro. Il prend mon numéro. Et un mois plus tard, un truc incroyable, Jean-Pierre Foucault m'appelle chez moi, à Gonesse. Voilà. Et il me dit... D'abord, il me dit un truc que je voulais rêver. Il m'a dit oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Vous vous souvenez de moi? Je dis, quand même. Et le deuxième truc, il me dit écoutez, voilà, on cherche quelqu'un chez Glem. On a pensé à vous. Je me dis mais ces gens sont dingues. Ils ont la possibilité de rencontrer 1 milliard de personnes. Pourquoi moi quoi, voilà. Mais je vais quand même au rendez-vous et je rencontre la direction générale et là je suis pris comme coursier. Ah, comme coursier. Ouais. D'accord. Je suis pris comme coursier, mais super content pour coursier parce que je vais dans les maisons de disques, je vais par-ci, par-là, j'ai une petite voiture, je mets les paquets, machin. Et là je suis au comble du bonheur parce que je me dis bon, j'ai une voiture, j'ai une paye. Et je suis dans le métier dans lequel je veux être. Voilà, le mercredi, parce que l'émission est en direct le mercredi. Le mercredi, j'ai une grosse journée parce que il faut que j'aille chercher le champagne chez blablabla. Et parce que le champagne à la télévision à l'époque c'est très important. Je vais au but de Chaumont, je prépare l'éloge de tous les artistes. Je nettoie, machin, voilà. Et après. Je suis dans le couloir, mais je regarde un peu l'émission, je suis un peu sur le plateau, et pour moi, c'est le comble du bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, le petit garçon que je décrivais tout à l'heure, qui regardait la télé en disant comment ça se passe, là, je suis dedans. Tu es dedans, donc voilà, forcément. Donc je vois exactement comment les choses se passent, comment les gens se comportent, comment les artistes se comportent, comment les attachés de presse se comportent. J'ai toutes les réponses à mes questions. C'est fabuleux. Donc je suis... et en plus, on me paye pour ça, donc franchement... Aux anges. Pour moi, ça peut s'arrêter là, c'est parfait. Sauf que ça va pas s'arrêter là. Et non, ça va pas s'arrêter là, justement. Mais je le regrette pas. Ah bah, écoute, en tout cas, la façon dont tu en parles, on sent encore plein d'étoiles dans tes yeux et oui, plein parce de que c'est passion, vraiment ça, c'est vraiment et c'est pour ça que j'encourage moi toujours tous les jeunes à aller au bout de leur truc, même si on leur dit non, c'est pas pour toi ou non. Après, c'est vrai que la vie, elle fait son boulot. Oui, il y a le hasard, les belles rencontres. Il y a les rencontres, etc. Sûr. Il faut y avoir un petit peu de chance par moment aussi. Voilà, mais il n'empêche que ce que vous avez dans la tête, personne ne doit vous dire que il faut pas le faire ou que ça marchera pas ou que c'est pas possible, etc. Voilà. Et moi j'en suis la preuve vivante. Bah oui, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est la démonstration que lorsqu'on fait confiance à ses rêves, comme on dit, ses utopies, ça fonctionne, quoi. Là, tu nous as démontré, enfin, tu nous as montré un parcours, un chemin, du début jusqu'à la fin. Ce qu'il faut, c'est essayer de se trouver au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est vrai. Mais pour ça, il faut être en mouvement. Il faut être en mouvement. Il faut voir et se donner les moyens de, voilà, être persévérant. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que, et c'est ce que j'explique aussi aux jeunes que je croise, on en parlera. C'est que globalement... les limites, en fait, c'est nous qui nous les... Souvent. Voilà, on se met nos propres limites. Dans, non, mais peut-être que ceci ou peut-être que cela. Non, en plus, quand vous êtes jeune, il n'y a aucun problème. Il faut y aller et puis on verra bien. Voilà, si c'est non, c'est non. Et ben si c'est oui, ça passe. Voilà. Donc, et franchement, j'ai eu vraiment à chaque fois des opportunités incroyables.
mais incroyable. Tu as eu vraiment beaucoup d'opportunités parce que du coup... Ah oui, mais je le revendique, hein, vraiment. Je dois être le garçon. L'audace et le toupet sont de formidables moteurs dans la vie. Oui, c'est ça. Allons-y, on verra bien. Et puis, il t'est arrivé de tomber sur des gens pas très sympathiques, et c'est pas grave. Au pire, on se plante, c'est pas grave. Voilà. Et puis quand bien même, parce que ça m'a permis aussi de pas faire... peut-être que si j'étais allé travailler avec un tel, peut-être que les choses se seraient moins bien passées. Et finalement, voilà. Donc, et moi, j'ai eu un peu l'impression à un moment donné, et un peu toujours d'ailleurs, que globalement, tout ça était sinon prévu, mais... C'est-à-dire que maintenant, quand je fais des rencontres un peu étonnantes, ou quand je me pose même plus de questions, je me dis c'est normal. Oui. C'est normal, on va voir, laisse-toi guider, quoi. Laisse-toi faire, parce qu'il y a eu des choses tellement improbables que je me dis, bon, ça doit être comme ça doit être prévu comme ça, donc on verra bien. Et je touche du bois, jusqu'à présent, ça a été plutôt sympa. Mais quand même, c'est parce qu'on est en action, c'est parce qu'on est en mouvement. Oui, je crois. Toi, tu as dit dès le départ, c'était un rêve. Je n'y croyais pas trop au départ. Je me suis retrouvé dans des situations invraisemblables. C'est parce qu'à chaque fois que tu étais à une étape, tu t'es dirigé vers l'autre systématiquement, que tu as provoqué un petit peu ton histoire, ton destin quelque part. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de bascule incroyables. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi moi? Parce que, comme on le dit, c'était ton destin. Voilà, c'est ça. Et les choses se sont enchaînées comme ça. Parce qu'après, après Foucault, il y a eu De Chavannes. La rencontre avec De Chavannes, pareil, dans un couloir, où globalement... Ton prochain livre, tes mémoires s'appelleront Le Couloir. Non, alors figure-toi que j'ai écrit une espèce de mémo, en fait, justement parce qu'il y a eu tellement d'histoires incroyables, en me disant, si un jour j'écris un livre, il faudrait quand même que j'ai une espèce de trame. Et pour l'instant, mon titre de travail, c'est « Vous faites plus grand à la télé ». Pour 2 raisons. La première, c'est que quand les gens te voient dans la rue, etc., que ce soit moi ou plein d'autres, les gens te disent « Ah !» Je voyais plus grand, vous faites plus grand à la télé. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment un truc où quand quelqu'un vient sur un plateau, il te dit « Ah, je voyais ça plus grand. » Voilà, très souvent. Voilà. Et le deuxième truc, c'est que, évidemment que vous faites plus grand à la télé. Bien sûr que vous êtes apprêté, maquillé, préparé, etc. Bien sûr que vous avez une espèce de posture qui n'est pas du tout la même que dans la vie. Personne ne se réveille maquillé, apprêté, en disant « Bonjour à tous ». Non. Donc, il y a ce côté... marrant, cette espèce d'image marrante que j'aime bien. Bien sûr qu'on fait tous plus grands à la télé, on fait tous plus beaux, plus intelligents et plus sympathiques. Après, est-ce que c'est vrai? C'est autre chose. Donc voilà, après, rencontre avec... On a la démonstration aujourd'hui. Rencontre avec De Chavannes, pareil, un truc improbable. De Chavannes qui me demande de travailler avec lui sur une émission spéciale qui va tourner pour le 1er avril. Il venait juste de monter sa société. Jusqu'alors, il était produit par Glem. Oui. Il se sépare de Glem. D'accord. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il veut produire une émission spéciale. Et il pense à qui? À moi. Parce qu'il me dit, j'ai pas besoin de vous comme assistant, ni comme coursier, mais comme comédien. Et je lui dis, mais je ne suis pas comédien, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Il me dit, c'est pas grave, on va se démerder. Voilà. Ok. Mais il t'avait croisé d'où? Il te connaissait d'où? Parce que, en fait, c'est une très bonne question. En fait, Glem produit Sacrée Soirée, donc Jean-Pierre Foucault, et produit Ciel Montmardi, Christophe de Chavannes. Donc moi, ce que je fais le mercredi pour les loges, le champagne, etc., je fais la même chose le mardi. D'accord. Parce que les 2 émissions sont en direct. Et voilà, je prépare. Et donc, forcément, de Chavannes, il voit un mec passer avec son diable, avec les cartons de champagne, voilà, il me voit. Mais on se connaît pas. On se parle quasiment pas. Moi, je suis le dernier maillon avant qu'il me parle à moi. Et pourtant, je suis dans le couloir, au but de Chaumont. Il me dit, venez me voir. Bon, j'ai besoin de vous pour une émission spéciale, mais comme comédien. Je me dis, ces gens sont très bizarres quand même. Et puis voilà, et ça s'enchaîne comme ça. Et je pars à Cannes tourner une émission où je piège plein d'artistes. Voilà. Et ça bascule. À chaque fois comme ça bascule. À chaque fois, il se passe un truc et je comprends pas très bien, mais je suis le mouvement. Tu suis le mouvement, toi, tu te dis, c'est bien. En me disant, voilà, c'est une expérience de plus. Oui, j'avance. Oui, en disant, mais je crois que tous ces gens sont dingues parce que ils ont les moyens largement de pouvoir engager de vrais comédiens. Ils doivent connaître la terre entière. Voilà, ils vont chercher Charlie de Gonesse.
quand même très très bizarre. Je me dis, ils sont pas normaux. Non, mais je pense que c'est pas bizarre, c'est je pense aussi. Mais moi, comme ça, moi à l'époque, je le dis. Bien sûr. Moi, tous les soirs, j'ai la petite R5 de ma maman et tous les soirs, je rentre à Gonesse. Et après, je raconte, je dis, oh là, tu sais pas, j'ai une collection de cartes postales incroyables parce qu'à l'époque, on reçoit encore des sacs postaux, tu sais, comme à l'époque. Mais il y en a une. Et donc, moi, j'essaye de. Tous ceux qui aiment les cartes postales, je leur apporte. J'ai jamais donné autant de fleurs de ma vie parce qu'à la télévision, il y a plein de fleurs. J'ai des bouteilles de champagne, je sais même plus quoi en faire. Voilà, mais c'est comme ça. C'est le métier paillette dont je rêvais. Donc tu rêvais. Et je suis en plein dedans. Bah écoute, moi c'est des moments magiques. Ouais. Là. Tu sais, tu parlais de Claude François tout à l'heure. On a eu 3 fois. C'est Éric Durand d'ailleurs, tiens, qui est animateur sur sur ce beau média, qui a invité 3 fois, 2 ou 3 fois la Claudette, 3 fois, hein, 3 fois dans ses émissions. Ketty. Oui, c'est ça. Et elle nous a expliqué comment que ça s'est passé, un peu comme toi, exactement pareil. Oui, mais je crois que ça correspond aussi à une époque. Oui, c'est vrai. La télévision, elle était en plein lancement dans le sens où les années 70, 80, etc. Je pense qu'il y a tous les fous et les folles qui passaient dans le coin, qui avaient un peu de... Il n'y avait pas encore ce qu'on a appelé plus tard la concurrence, l'audimat et tout ça. Donc je pense que on était plus dans l'univers de créateurs, de gens qui avaient des idées, des envies. Ils disaient, tiens, allez, hop, on le fait. Et moi, j'ai gardé un peu ça dans l'idée où je me dis, tiens, j'ai une idée, tiens, on le fait. On verra bien. Voilà, donc, mais c'était aussi cette époque qui a un peu changé. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. À la bonne franquette, quoi. On se croise. Oui, tu sais faire ça? Oui. Ah bon, fais voir. Oui, on essaye. On posait moins de questions, on était plus... plus ouvert. On essaye, voilà. Ouais. Et ça, c'est bien. Super. Du coup, de Chavannes, ça t'amène forcément à une rencontre aussi... Une acolyte. Une rencontre qui va changer radicalement ma vie. Exactement. Parce qu'effectivement, moi, j'arrive chez De Chavannes et très vite, donc, je gère les coulisses, le public, enfin voilà, je gère tout ça, la sécurité, les hôtesses, parce que c'est très important d'avoir... alors, donc, on faisait appel à une école d'hôtesses. Et donc je gérais les hôtesses, donc j'avais quand même le rôle, voilà. Et il se trouve que j'en ai épousé une. Elle est hôtesse. On s'est rencontrés quand je gérais les hôtesses et ma femme elle faisait partie des hôtesses. Super. C'était la plus insupportable. Et c'est vrai en plus. Et il se trouve que et ça fait maintenant 34 ans. 34 ans que nous sommes toujours ensemble. Bon, elle n'est plus hôtesse, hein. Mais voilà, donc je gérais tout ça. Donc là, je deviens le maître des coulisses. Attention, là, les invités, c'est moi. Le public, c'est moi. Le champagne, c'est toujours moi. Enfin, voilà. Mais là, attention, là, j'ai un vrai rôle. Ouais. Donc, voilà. Et avec De Chavannes, donc, on cherchait quelqu'un pour s'occuper du Minitel. Parce qu'en fait, l'ancêtre d'Internet, c'était le Minitel, pour avoir de vraies relations avec le public, puisque l'émission était en direct, etc. Et il y a un garçon qui deviendra lui aussi très important plus tard, qui s'appelle Stéphane Courby, qui est aujourd'hui le maître du monde, puisqu'en fait, il dirige la société Bad DJ, qui est la première société de production au monde. Et ce garçon, donc, avec qui je travaille, me parle d'un de ses amis d'enfance qui va venir pour un entretien d'embauche. Et je vois arriver un garçon en pantacourt, avec un sac de sport sur l'épaule, et pour un entretien avec De Chavannes en plus. Voilà, c'était rare parce que De Chavannes avait un bras droit, mais et quand je le vois arriver, je me dis, il a aucune chance. C'est impossible. Personne ne vient à un entretien d'embauche comme ça. Et finalement, il sort. Et moi, je me souviens, j'étais vraiment dans son axe. Il dit, c'est bon, je suis engagé. Je me dis, il doit être très très fort alors. Parce que, et en fait, je vais tout de suite m'acheter un short. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est Lulu. Voilà. Oui. Et on l'installe en face de moi au bureau. Donc vous étiez dans le même bureau? Ah, au même bureau, on est face à face. D'accord. Voilà. Et donc, bonjour. Et il commence il rigole beaucoup, il vanne beaucoup. Bon, moi, j'écoute tranquillement. Au début, c'est pas trop mon truc, c'est pas mon humour. Mais très vite, on rigole. Et surtout, ce qui nous a rapprochés, c'est que
les bureaux étaient dans le 17e. Et le mardi, comme je le disais, il y avait l'émission en direct, c'est le Mon Mardi. Et donc on prenait la voiture de ma maman, toujours, et on allait au but de Chaumont. Et dans la voiture, on rigolait, on chantait des chansons, on se marrait, on se racontait nos vies et tout ça. Et c'est vraiment comme ça que notre amitié elle est née. Mais vraiment. Et du coup, voilà, on travaillait tous les deux, et puis on se quittait quasiment pas, parce que les émissions, ça prend du temps à préparer, donc c'était du mardi au mardi. Et puis voilà, on devient potes, inséparable. Comme ça. Mais on pense pas du tout à l'antenne. On est vraiment comme là au centre, deux assistants qui travaillent ensemble, et c'est cool. Et on a les mêmes valeurs en fait. On a presque la même vie. Lui aussi, il a 2 sœurs. Lui aussi, il a grandi en banlieue. Voilà. Mais ce qui le différencie, c'est que lui, sa passion, c'est pas du tout la télé. Lui, c'est le foot, le vélo, la pop anglaise, mais alors, tout le reste, ça l'intéresse pas du tout. Donc, j'essaye de ne pas faire son éducation musicale, en disant, tu connais pas tel, et on en rigole beaucoup. D'accord. Et ça naît vraiment comme ça. Et l'antenne viendra beaucoup plus tard, lorsque, en fait, toujours assistant, là, on rigole vraiment beaucoup ensemble, tout le temps, dans les couloirs. C'est comme ça qu'il vous remarque, Christophe, et qu'il vous propose. De Chavannes rentre dans notre bureau un jour en disant « Bon, les deux là, puisque à chaque fois, ça rigole, vous allez venir avec moi, vous allez faire de l'antenne avec moi, on va voir combien de temps vous allez rigoler. » Et il repart. Et on se dit « Tiens, une nouvelle lubie. » Oui, vous pensiez que c'était vraiment des paroles en on n'y croyait pas du tout, pas une seconde. Faire de l'antenne, nous, pourquoi faire voilà. Et puis, la première émission est lancée. On fait une apparition comme ça. Mais pareil, moi, je vous dis, bon, je fais une apparition. Et puis, j'avais même prévenu personne. D'accord. En disant, voilà, j'avais juste dit à ma mère, tiens, regarde, ce soir, c'est la nouvelle émission de Christophe. Et puis voilà, et puis le lendemain, et puis le surlendemain, et après, comme c'est une quotidienne. C'était des pré-génériques, c'est ça au départ? Au départ, c'est des pré-génériques, ouais. Et après, c'est une chronique. Et après, c'est des chansons. Et après, on se retrouve à faire 3, 4 passages dans la même émission, tous les soirs, en direct. Donc, c'est un boulot de malade, mais c'est pas grave. Nous, ça nous amuse. Et voilà comment les choses... Et est né le duo... Oui, voilà. Voilà, le duo Charlie et Lulu, il naît exactement là, à ce moment-là, et comme ça. Voilà. Mais nous, dans nos têtes, on est encore des assistants qui faisons de l'antenne. On n'est pas chroniqueurs, comme vous voyez, les chroniqueurs professionnels qui arrivent, etc. Qui sont... Nous, pas du tout. Nous, on est en train de faire des trucs, etc., d'accueillir des gens, et tout d'un coup, on dit oui, il faut courir pour aller faire après générique. Alors, après générique, vous étiez... c'était... Voilà, souvent déguisé, j'ai vu. Ah oui, moi, je crois qu'on a fait tous les déguisements. J'étais déguisé en lapin, j'étais déguisé en tout. Et alors, petite anecdote marrante que les gens savent peu, c'est qu'à l'époque, il y a forcément des jeunes auteurs qui écrivent des situations, pas vraiment des dialogues et tout ça, mais qui écrivent des situations, parce que c'est tous les soirs et qu'il faut trouver des idées, etc. Et parmi les auteurs, enfin l'auteur principal, c'est un garçon qui s'appelle Michel Hazanavicius, qui fera beaucoup plus tard The Artist avec Jean Dujardin, etc. Mais à l'époque, c'est Michel qui vient et qui nous écrit les trucs. On est sur le bord d'un escalier, et on écrit des trucs, et voilà, et comme quoi ça mène à tout. C'est juste hallucinant. Je l'ai revu à la télé il n'y a pas longtemps, et ça me rappelait forcément les souvenirs de l'époque. Et depuis la naissance de ce duo, finalement, vous êtes plus quittés pendant... Non, on ne s'est pas quittés. Alors pareil, lorsque on décide de quitter, parce que moi ça faisait 6 ans que j'étais là. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Et en fait, il y a une femme qui s'appelle Dominique Ancien, qui a découvert de Chavannes, qui a découvert plein de gens, qui m'appelle en me disant, voilà, je viens d'arriver à France 2, je voudrais te confier des émissions pour la jeunesse. Chalut Maureen, avec Maureen Dor. Et là encore, je me dis, mais c'est pas possible. Celle qui a découvert de Chavannes me demande à moi, et pour moi, je ne suis pas du tout animateur.
je suis un petit peu chroniqueur, mais pas du tout animateur. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même travail de porter une émission, même au niveau de la préparation, etc. Et donc je lui dis, ce serait bien que Lulu soit avec moi. Elle me dit, ouais, génial, super idée, tout ça. Et voilà, et donc je quitte de Chavannes pour aller à France 2. Et on se retrouve à présenter une émission. Là aussi, c'est tous les mercredis en direct, le matin et l'après-midi. Et pendant les vacances, c'est tous les jours. D'accord. Donc là, pareil, on apprend vitesse grand V. Oui. Et évidemment, et c'est en direct. Alors on avait fait le direct avec De Chavannes, mais c'est très très différent, je vous dis, d'être chroniqueur. Quand on a sa propre... Voilà, quand on n'a pas l'émission à porter. C'est ça, quand on a sa propre émission, c'est donc on apprend vite, on apprend rapidement, et il n'y a pas de... Tu sais de quoi tu parles. Exactement. Aujourd'hui, j'en fais l'exercice. Voilà. Et voilà, et c'est comme ça qu'on passe une année, une saison, en fait. Tu as fait une saison? Ouais. D'accord. Une seule. Ouais. Donc, programme pour la jeunesse? Ouais, programme pour la jeunesse. Chalut Maureen. Alors, France 2, ils sont allés très loin. Hein. Chat pour Charlie, Lulu pour Lulu, Maureen pour Maureen. Ouais. Sincèrement, et c'est pas mon meilleur souvenir télé. C'est vrai. C'est même. Moi, j'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait France 2. D'accord. Ouais, c'était pas. Comment je peux dire d'abord parce que nous, on l'appréhendait de. Nous, on sortait de la Formule 1. Christophe de Chavannes, le TF1, le direct, les moyens, tu veux un truc, tu l'as tout de suite, etc. Là, tu arrives à France 2, en interne, c'est très très différent. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, j'en garde pas un super souvenir, mais je m'apercevrai plus tard que c'était un tremplin obligatoire. Il fallait obligatoirement passer par là pour pouvoir faire les choses d'après. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que on est passé par France 2 que tout d'un coup, à la fin de France 2, il y a deux belles propositions qui s'offrent à nous, dont une très très belle. Et qu'on ne choisira pas. Alors. Oui, non, mais là encore, c'est vrai. Problème. Ouais. On finit la saison avec France 2. Et là, c'est TF1 qui nous appelle et qui nous fait une proposition. Mais je me dis, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on a autant de talent pour mériter autant? D'accord. Bon, et on va faire un pilote, et ceci, et cela, on rencontre les hauts dirigeants, voilà, une proposition de contrat, je vois le chiffre, et je me dis, mais c'est possible, il doit y avoir une coquille, une erreur, ils ont dû se tromper de 0, pas du tout. Voilà. Et parallèlement à ça, il y a un garçon qui m'appelle, et qui me dit, bonjour, je m'appelle Thierry Bizot, je viens d'être nommé directeur des variétés et divertissements à M6, je viens de chez L'Oréal, donc je n'y connais rien, mais j'ai 2 enfants et quand ils me regardent à la télé, ils sont morts de rire. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et là aussi, je me dis, c'est quoi cette nouvelle blague? Sauf que on déjeune, on fait un petit déjeuner avec, et je lui explique, je lui dis, écoutez, Thierry, vous êtes super sympa. Le fait que vous venez chez L'Oréal, j'ai rien contre L'Oréal, mais ça veut dire que la télé vous ne connaissez pas, donc je sais pas, faut réfléchir quand même. Mais surtout, jamais vous pourrez vous aligner sur les chiffres de TF1. Jamais, c'est impossible. M6, à l'époque, c'est une petite chaîne, très sympa, hein, mais c'est une chaîne de clips. Il y a très très peu d'émissions. On n'est pas du tout au M6 d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a TF1 qui vient avec confiance, qui vous appâte avec des choses incroyables. Donc moi tout de suite je me dis ma maison plus grande, ma voiture plus grande, ma femme plus grande. Il n'y a pas photo. Pour moi ça y est. Ma femme ça y est. Quand je vois les chiffres, je me dis. Il n'y a pas photo. Et ce garçon Thierry Bizot est un garçon extrêmement intelligent parce qu'il m'appelle toutes les semaines. Bonjour, c'est Thierry, ça va? Ouais, ça va. Alors, avec TF1, ça se passe bien? Ouais, super. Voilà, vous avez bien avancé? Ouais, vous avez tourné le pilote? Ouais, je peux le voir? Ah non, Thierry, ça se fait pas quand même. Je peux pas vous montrer le pilote qu'on a tourné avec TF1. Ah, ok, d'accord. Et tous les lundis, il m'appelle. Wow. Ça va? Bon. Et puis. Vraiment, hein? Ouais, non, mais un garçon extrêmement intelligent. Et du coup. Ça commence à me faire un peu réfléchir. Je me dis, tiens, quand même, le mec, il s'accroche quand même, parce que lui aussi, il vient d'être nommé. Il pourrait ne prendre aucun risque. Prendre un animateur déjà bien connu, voilà. Et ça roule. Non, donc ça commence à m'interroger un petit peu. Et puis, je la fais courte, hein, TF1 fait une petite erreur avec une clause. Oui, parce que moi, on me dit, attention, quand tu arrives dans certaines sphères, il faut prendre un avocat.
Ah bon, tu peux pas signer un contrat comme ça, il faut passer par un avocat. À un certain niveau, oui. Donc je suis avenue Montaigne, parce que les bureaux, moi j'étais encore à France 2, les bureaux à France 2 donc, étaient avenue Montaigne, et je cherchais sur toutes les portes cochères, tu sais, la plaque avec avocat. Donc, et j'en trouve un. Qui s'appelle Maître Lego, que je salue. Comme quoi ça ne s'invente pas. Ouais. Et je vais le voir. Et donc ça devient notre avocat officiel, etc. Et il me dit, alors dans le contrat que propose TF1, qui fait... c'est un bottin. Il y a une petite clause, il faudrait peut-être en discuter. J'appelle TF1, j'appelle le garçon qui s'occupait de nous, et on me dit il est parti en vacances. Je fais quand même, le mec est gonflé quand même. Quand même on parle de nous, on parle de notre carrière et tout ça. Il pourrait au moins attendre qu'on signe. Donc là aussi, ça m'interroge. Je me dis, c'est bizarre quand même. Bon... animateur, c'est dire qu'on a un peu d'ego. Faut pas se mentir. Si t'as pas d'ego, t'es pas animateur. Un peu surdimensionné. Non mais après il y a des degrés. Mais évidemment, tu parles pas devant une caméra comme ça normalement. Il y a plein de gens qui ne le feront jamais. Si tu le fais, c'est que ça donne. Frisson, envie de le faire. Ça donne. Donc voilà. Donc je me dis tiens, quand même, il est gonflé. Mais bon. Et puis je réfléchis. J'en parle à Lulu. J'ai dit Lulu, qu'est-ce qu'on fait? On va à TF1, on va à M6. Il me dit c'est toi qui choisis. Je dis, ouais, enfin, quand même, tu vois, c'est pas rien. Quoi. Il me dit, je m'en fous. Et il me dit, de toute façon, moi aussi, je pars en vacances. Bon, et je me retrouve avec ça. J'en parle à des copains qui me disent, vas-y, prends l'argent, on va à TF1. D'autres qui disent, tu sais, M6, c'est une petite chaîne, mais franchement, elle est sympa, c'est une bonne image. Bon. Et la nuit, tu sais, ça me travaille. Je me dis, bon. Et surtout, franchement, Thierry Wiseau, il est adorable. Je sens, à chaque fois, quand je le vois, je lui dis, imaginons qu'on vienne. Si moi j'ai envie de faire une émission où je fais vraiment venir des artistes, tu me dis quoi? Il me dit ouais, on le fait. Je dis ouais, tu dis ça pour me faire venir, mais est-ce que tu le ferais vraiment? Non, pourquoi pas, vraiment. À chaque fois que j'amène un argument, il souscrit, il me dit ouais, pourquoi pas. Bon. Il avait confiance en toi, puis il avait confiance en ses enfants surtout. Oui, mais ça. Et un jour, moi à l'époque, je roulais à scooter dans Paris, et je suis donc au bout de l'avenue Montaigne. Alors, je ne sais pas si vous voyez, enfin pour ceux qui habitent Paris, l'avenue Montaigne, il y a un petit café et il y a une grande avenue qui s'appelle Cours Albert Ier, où était M6. Mais à l'époque, c'était les locaux d'M6, c'était là. Et je suis à scooter et je vois une voiture d'M6 passer. Normal, puisque elle n'était pas loin. Mais je me dis, c'est un signe. C'est un signe. La voiture qui vient de passer, c'est un signe. Donc, je fais le tour, je vais avenue des Champs-Élysées. À l'époque, il y avait un prix unique. C'était pas encore un Monoprix. Il y a un prix unique. Je vais acheter 2 coupes de champagne, une bouteille de champagne, je refais le tour, je vais Cours Albert Ier, je monte au bureau de Thierry Wiseau et je lui dis écoute, peut-être que je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie, mais voilà. T'as pris ta décision. J'ai pris ma décision, on vient. Et là, il me dit, bouge pas, j'appelle les RH, et il y a une femme qui vient et qui improvise une espèce de contrat, etc., comme ça, sur la table, en disant, je m'engage, Charlie Nestor, etc., et je signe le truc comme ça. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à M6 et qu'on y reste 15 ans. Je sais pas si on serait resté... J'ai vu que tu avais tourné la tête, t'inquiète pas, c'est un photographe qui fait comme toi. Hein. Il fait des super carrières. Et je sais pas si on serait resté 15 ans sur TF1, sincèrement. Je pense pas. Ouais, voilà. Donc, comme quoi, là encore... t'as marché au feeling aussi, parce que tu as plutôt privilégié, on va dire, un coup de cœur, des pressentiments avec cette personne, plutôt que... l'aspect budgétaire. Oui, c'est ça. Et puis, mais c'est aussi comme ça Thierry Wiseau, par la suite, voilà. Et ensuite, il va monter Éléphant et compagnie avec Emmanuel Chin. Et aujourd'hui, voilà, pareil, c'est un immense producteur. Et quand on se prenait un peu la tête, je dis, j'en ai marre, là, je vais partir, je vais quitter M6. Il me disait, mais je partirai avant toi. Et c'est ce qui s'est passé. Il est parti quelques années avant nous. Et l'émission, elle a duré 15 ans. Super. On va faire un petit break une petite pause. Parce qu'on va passer après à cette grande période... M6, voilà. M6, donc tout le monde connaît. On peut déjà dire le hit magique. Le dance. Tu veux... On attaque le gros du sujet. Enfin, celui que moi je connais le plus, forcément. Oui, oui. Forcément, ma génération. Donc, tu nous disais qu'il y avait eu
un basculement Oui. chez M6. Oui, là on arrive à M6. Voilà, M6. Là on arrive à M6. Pareil, on est content. On découvre des gens, on découvre un système, c'est-à-dire une chaîne petite, mais extrêmement conviviale. C'est-à-dire que, je dirais pas que tout le monde se connaît, mais pas loin. Ouais, c'était une chaîne vraiment vraiment, c'est sympa, c'est très familial. On a accès aux patrons avec lesquels on discute, on propose des choses, des idées. Et c'est vrai qu'ils nous font vraiment confiance. Hein, pour le coup, nous, on parle de choses et d'autres. On commence à imaginer comment va être l'émission. Alors pareil, hein, c'est une petite émission au début. Hein, on est dans un petit studio, on est au 101 à la Maison de la Radio. Et on nous annonce l'horaire. On nous dit c'est le samedi matin. Oui, t'étais un peu frileux, tu t'es dit qu'il va regarder le samedi matin. Samedi matin, 10h30. Oui. Mais vous êtes fous. Personne ne va regarder une émission. Et il nous dit oui, mais c'est comme ça. Bon, parce que en fait, là où M6 a toujours été très malin, une chaîne c'est très maligne, c'est que au lieu de jouer la concurrence en frontal, eux ils disaient nous on va jouer la contre-programmation. C'est comme ça que des émissions comme Capital sont nées, puisque M6 n'avait pas les moyens de diffuser un film le dimanche soir. Donc ils ont dit, on va vous faire un magazine qui sera différent, qui sera sympathique et que les gens aimeront peut-être. Et Capital existe encore aujourd'hui. Donc c'est exactement la même chose avec le Hit Machine. Ils disent, on va faire une émission pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi. Voilà. Et c'est vrai que c'est Lulu Hallyday qui dit, on va faire un show du soir le matin. Le matin. Et ça, c'est une vraie bonne idée. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, Lulu, à l'époque, sa sœur habitait en Angleterre, et elle lui envoyait des cassettes de certaines émissions et tout ça. Et c'est vrai qu'en Angleterre... Top of the Pop, je ne sais pas si ça existait à cette époque-là. Ah oui, Top of the Pop, ça existait. Et donc, il y avait ce côté justement un peu coloré, avec des codes couleurs différents de la télévision française. Il y avait les animateurs qui étaient... parce que Stéphane. Voilà, en France, c'était un petit peu différent, les variétés, etc. Donc voilà, on prend un peu ici, un peu là, etc. On fait une grosse mayonnaise et on se dit, voilà. Et on lance l'émission comme ça, avec des vestes improbables. Très colorées, un peu jaune, un peu orange. Ça servait surtout pour régler les couleurs de la télé, parce que autrement... Et c'est vraiment sympa. Et nous, on s'amuse, on bosse beaucoup, parce qu'on a envie que ce soit bien quand même. Et surtout, on se dit... il faut que les gens regardent, quoi, parce que s'ils ne regardent pas, ça va être rapide. Et c'est vrai que ça part très, très rapidement. Au départ, avec eux, des artistes qui ne sont pas forcément connus du grand public. Ah, mais pas du tout. Vous avez découvert vous avez presque lancé, je dis lancé, mais des Pascal Obispo, des Asie, les gens les découvraient pour la première fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte fait que il y a beaucoup d'émissions de variété à la télévision. Il y a Michel Drucker, il y a Jean-Pierre Foucault, il y a Sébastien, il y a Jacques Martin. Donc, des variétés, toutes les semaines, il y en a beaucoup. Donc, les maisons de disques, quand nous, on arrive sur une petite émission, sur une petite chaîne, ils nous disent, ouais, ok, bon. Et ils nous proposent les artistes en développement. Et en développement, il se trouve que cette année-là, effectivement, il y a Zazie, il y a Obispo, il y a Calogero, il y a Axel Red, voilà, et qui vont devenir après des stars parce qu'ils vont faire des tubes. Ouais. Mais au début, c'est vraiment pour nous faire plaisir, quoi. Et voilà, et c'est lancé comme ça. Ensuite, il y a les comédies musicales, etc. Et puis surtout, il y a les boys bands. Voilà. Et c'est vrai que nous, on prend ça de plein fouet, et c'est un phénomène hallucinant. J'ai pas connu Claude François, justement. J'ai pas connu l'hystérie des Beatles, mais j'ai connu la vraie hystérie des boys bands, avec des fans qui dorment devant le plateau, qui envahissent le plateau, qui hurlent, qui pleurent. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je rentrais chez moi, j'avais des acouphènes. C'est un délire total. Total. Ça a été vraiment la bascule, en fait. À partir du moment où il y a eu, parce que vous avez eu quand même des belles stars internationales. Ah, mais ça, c'est venu après. C'est après. Mais c'est les boys bands d'abord. Première année, les artistes en développement, ils font tous des tubes. Ça tombe bien. Super. Donc, du coup, un Pascal Obispo, il est plus sympa, il a plus envie de venir dans une émission comme la nôtre. Voilà, parce que c'est plus proche, j'imagine, de ce qu'il est, même s'il fait les autres. Hein, mais voilà, parce qu'il a fait un tube. Et l'année d'après, sont les boys bands. Donc. Explosion. Explosion.
explosion, c'est vrai, de l'émission, du phénomène. Ça prend des proportions hallucinantes. C'est-à-dire que déjà, on faisait de belles audiences. Là, on s'envole. Là, on fait, je sais pas, enfin, tous les samedis, c'est beaucoup de gens qui regardent. Oui, bah moi, je suis venue justement parce qu'il y avait des boys bands à l'époque. C'était dans le public? J'étais dans le public. Mais fallait me le dire. On se connaissait pas encore à l'époque, mais effectivement. Pas, c'est moi qui avais salé des notes, là, j'étais assis, j'ai Non, mais je regarde un bon souvenir. C'est moi qui t'interviewerai des années plus tard. Donc, oui, forcément, les boys bands. D'ailleurs, vous avez fait justement la fameuse parodie. Oui, mais ça sera la surprise à la fin, mais tout va ensemble, en Bah fait, oui. parce que c'est vrai que on assiste à ça. ça vous a dépassé. Non, mais on met les choses dans leur contexte. Décembre 96, je me souviens, il y a un groupe, on annonce un groupe dans une émission qui s'appelait Faites comme chez vous, qu'on présentait aussi. C'était pareil, une quotidienne. Et on annonce les Worlds Apart. C'était les Worlds Apart des premiers. Les Worlds Apart arrivent. D'accord. Voilà, ils viennent, ils chantent, ils s'en vont, il ne se passe rien. Bon, un mois plus tard, on accueille les mêmes Worlds Apart avec la même chanson, cette fois aux 8 machines, et là c'est l'émeute. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en un mois pour qu'on bascule d'un groupe certes sympathique à tout d'un coup l'hystérie totale? Donc ça me fait réfléchir, et c'est là où je dis à Lulu, écoute, comme on a besoin de séquences et tout dans l'émission, faisons une parodie, mais de tous les groupes, parce que ça commence à arriver dans tous les sens. Faisons une parodie de tous les groupes. Mais c'était pas un disque. À la base, c'est vraiment une séquence qu'on fait dans l'émission, et c'est tout. Sauf que M6 nous appelle, on était à New York, M6 nous appelle et nous dit, on va organiser un Dance Machine spécial Boys Band que vous allez présenter. Voilà, et donc, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je dis oui, bien sûr. Je dis, mais tu te souviens la petite chanson qu'on avait faite et tout, ce serait marrant? Et il me dit, non, là, les gens vont payer leur place, si c'est pour se moquer de... ça le fait pas. Et comme nous, on est un peu frondeurs, on a dit, on va le faire quand même. Et voilà, donc, ce jour-là... C'était à Bercy? Bercy, mais plein à craquer. 18 000 personnes, mais plein, et ça fait du monde, hein, plein à craquer. On présente les plateaux, tout ça. Et quand même, petite trouille, un petit truc qui dit, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie quand même? Parce que, voilà, et finalement, on attend la fin, on chante la chanson, et là, c'est magique. C'est-à-dire que là, tout le public reprend le refrain, qui n'est pas très difficile, certes, mais tout le monde chante, etc. Il y a une super ambiance. Et quand on sort de là, il y a le patron de Sony qui nous dit, bon, maintenant, on va faire un disque. Alors d'accord alors. Et quand j'en informe M6 en disant le patron de Sony veut nous signer, et le patron de M6 dit non mais vous avez signé avec nous. Voilà. Et ça démarre comme ça. Et c'est pareil. Moi, mon métier c'est la promotion. Je sais promouvoir des artistes, des chansons, des titres, voilà. Ça c'est mon métier. Mais vendre des disques, je sais pas comment ça marche. Oui, c'est pas ton... Pas du tout. Moi, j'entends qu'il en a vendu un certain nombre. Je trouve ça très bien, etc. Mais je ne connais pas le mécanisme. Et quand on se retrouve, nous, confrontés à tout d'un coup, on nous dit alors aujourd'hui, vous en avez vendu 2000. Ah, bah super, mais toujours pas bon. Et puis, aujourd'hui, vous en avez vendu 11 000. Oui. Ah bon, et tout d'un coup, ça prend des proportions immenses. 850 000, c'est ça que vous en avez 850 000. Bon, à l'époque, on vendait beaucoup de disques, c'est vrai, mais 850 000, tu te dis, mais c'est juste hallucinant. Oui. Et en fait, même là, je me rends pas bien compte en fait que c'est un tube. Voilà. Je commence à me rendre compte parce que j'ai un copain qui m'appelle l'été et qui me dit écoute Charlie, j'en peux plus. J'ai loué une maison à côté d'un camping. J'entends que ta chanson, c'est 30 fois par jour. Me saoule. Elle me dit je n'en peux plus. Et là, je me dis quand même 30 fois par jour. Voilà. Il y a un autre truc aussi qui est un indicateur, c'est que à l'époque. Et Rabat, tu vas bien comprendre ça. À l'époque, quand on était plus jeune, quand on partait avec nos parents, etc., sur les autoroutes, on s'arrêtait dans les stations-service. Et dans les stations-service, il y avait des cassettes, des cassettes audio, etc. Et donc là, tu pouvais acheter éventuellement tes chansons préférées, etc. Et quand j'ai vu notre truc... Et je me suis dit, là, ouais. Là, c'est dans une station-service sur l'autoroute. C'est que là, vraiment... tu t'es dit, le feu, ça brûle. Oui, c'est ça. Et aussi, lorsque je me suis rendu compte aussi de ça, parce que pareil, quand on était plus jeune, on n'avait pas toujours les moyens d'acheter toutes les nouveautés et tout. Et on achetait sur les marchés des 33 tours qui étaient en fait des covers.
En fait, c'était les chansons. C'était presque les chansons que tu aimais bien, avec presque les chanteurs. C'était pas exactement. Voilà. Et nous, on a acheté ça parce que sur l'album, tu avais tous les tubes du moment, mais c'est pas exactement. Moins cher que. Oui. Voilà. Et quand j'ai commencé à recevoir des demandes de cover, je me suis dit, bon, là, c'est bon, là, ça va. Là, ça y est. Là, je pense qu'on peut dire que c'est un tube. Voilà. Mais c'est plus ça, en fait, qui m'a marqué plutôt que les ventes. Oui. Alors, faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, faut pas mentir. Quand la SACEM t'envoie un joli courrier avec un chèque dedans, c'est très appréciable. Mais c'est vrai que tout ça, au début, ça me passait au-dessus. Je me rendais pas compte du tout. Pour moi, les signes, c'était ça. C'était que ça puisse être accessible à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas de sous, qui peuvent s'acheter un cover. Voilà. Pour moi, ça, c'est un vrai tube. Comme quoi, tu vois. Mais ouais, tu sais, il y a un grand poète qui s'appelle Paul Éluard qui dit le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous dans la vie. C'est ça. Et en fait, toi, dans ton parcours, tu sembles être surpris, étonné en permanence de toute situation nouvelle. Mais tout le temps. Et ça galope sans arrêt. Une situation n'appelle une autre, ça, parce que tu joues le jeu. Tu restes étonné, tu restes simple, mais modeste. moi, je reste toujours étonné de tout ce qui m'arrive, tout le temps. Et je me dis, quand même, et je raconterai même la rencontre avec Isadora. J'étais super étonné de sa réponse. Non, mais c'était... Moi, pour être honnête, quand tu m'as appelé, j'ai mon collaborateur, je raccroche, il me fait... J'ai été estomaquée, je bougeais plus. J'avais un sourire comme ça, il me dit, qu'est-ce qui se passe J'ai dit, non, mais tu te rends pas compte. J'ai une Charlie Nestor en ligne qui nous appelle, nous, petit campus du maquilleur, pour avoir ces... Et moi j'étais super content. C'est pas possible. Moi, je suis super content. Je me suis dit, la première personne que j'appelle, elle me dit oui tout de suite, etc. Je me suis dit, c'est dingue. Ça se trouve, elle a pensé que c'était une blague. Mais non, mais en plus, j'ai reconnu ta voix. Et en plus, je me suis dit, mais c'est moi qui me suis dit, mais c'est pas possible, il a dû se tromper. Il a dû se tromper d'école. C'était quelqu'un d'autre qui voulait. Et bon, c'était voilà, comme quoi. Ouais, voilà. Mais je crois que les gens bien sont faits pour se rencontrer. C'est pas de Paul Éluard, mais je. Non, mais c'est vrai, en tout cas. De magnétisme bizarre. Oui. Exactement. Dans nos métiers, c'est beaucoup les rencontres. On avance grâce à ça. Ouais. C'est que ça. Ce sont les bonnes rencontres. Le caractère aussi, je trouve. Le caractère, le talent, bien sûr, mais les rencontres. Ouais. Voilà. Et puis se nourrir aussi des autres, parce que justement, c'est eux qui vont pouvoir vous apporter des choses, des idées, des façons de penser, des façons de voir les choses, de composer de la musique. Non, mais tout est important. Ouais. Pour en revenir juste une petite parenthèse sur les boys bands, qui t'a marqué le plus je sais pas. Franchement, j'ai presque envie de dire tous, parce que ça a été tellement une bulle, une parenthèse en fait. On a beaucoup rigolé avec tous. D'accord. C'est vrai que Philippe... tout ce qu'on a dit sur Philippe, c'est vrai que c'était un garçon assez incroyable, avec une pêche hallucinante. Je suis tombé sur je crois que c'était hier soir, sur une rediff sur Énergie 12. Justement, il parlait beaucoup de Philippe, des boys bands et tout ça. Mais c'était une insouciance. Alors, c'était l'insouciance dans l'insouciance, quoi. On était là pour... Alors, eux, ils étaient là pour faire leur truc, pour vendre des disques et tout ça. Mais on a beaucoup rigolé au point où... quand on a décidé d'arrêter les Top Boys, parce que on s'est dit toutes les bonnes plaisanteries ont une fin, on avait fait une chanson qui s'appelait Tous nos amis, où le refrain c'était To Be Free, Alliage, Emenate, les 3T, etc. Où on les citait tous. Et quand on a fait le clip, ils sont tous venus. D'accord. Et donc ils ont joué le jeu, alors que c'était une petite parodie, mais sans aucune méchanceté. Ils sont tous venus, donc ils sont tous dans le clip, et c'est sympathique, quoi. Donc voilà, c'est juste pour expliquer que il n'y a pas de prise de tête du tout à ce moment-là, mais pas du tout. L'émission va bien, la musique va bien, nous on va bien, tout le monde va bien. Donc personne ne se prend la tête, du tout. Et puis après, vous évoluez sur l'international. On a évolué sur l'international, les grosses vedettes qui commencent à venir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça correspond. Grosses têtes, ce que j'appelle les grosses têtes. Au départ, c'était plutôt franc. Oui, c'était les Français. Francophones. En fait, on a eu les steps, c'était les artistes en développement, c'est ça. les stars internationales, et ensuite les stars
françaises, mais confirmées. Michel Sardou, Souchon, Julien Clerc, voilà, Johnny Hallyday, évidemment. Mais la première, c'est Maria Carré. C'était la première ? Première. Ah, Maria Carré, elle change notre vie. Non, elle change notre vie de façon radicale, parce que tout d'un coup, là, l'émission, elle prend... une autre ampleur. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit... Wow. Et je l'ai déjà dit, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, je me suis dit, les maisons de disques veulent nous faire plaisir. Parce que c'est vrai que l'émission, elle commence à bien fonctionner. Je pensais que c'était des sosies. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, ils nous envoient des sosies, pas des vrais, c'est pas possible. Ça peut pas être la vraie Maria Carré qui vient à la plaine Saint-Denis dans notre petite émission. C'est pas possible. Et pourtant, ouais. Et donc, Maria Carré arrive. Voilà, j'ai déjà raconté l'anecdote des toilettes et tout ça. Mais il y a un truc assez drôle aussi, c'est que moi, je suis avec mon micro, j'ai Maria Carré à côté, et elle me caresse le bras quand je fais l'interview. Et je me dis, c'est bon, je peux mourir. Là, ça y est, Maria Carré m'a caressé le bras. Donc, et voilà, c'est vrai que ça prend une autre dimension tout d'un coup, grâce à Maria Carré. Et elle est venue souvent d'ailleurs. Elle est venue, je sais pas, au moins 4, 5, 6 fois dans l'émission. Ouais. Vous avez reçu Prince aussi ? Prince, qui est venu. Mais la liste est longue. Britney Spears, Christina Aguilera. Mais Sting, Elton John. Ils voulaient tous venir finalement. Dans votre émission, c'était devenu l'émission. Oui, mais parce que tout d'un coup, l'émission change et les Américains, ils s'embêtent pas. Enfin, les Anglo-Saxons, ils s'embêtent pas. Ils disent voilà, on voudrait faire l'émission la plus populaire. Voilà. Donc, il se retrouve que c'est nous. Oui. À ce moment-là, c'est nous. Vous étiez tombé dans donc ça devient le passage obligé. Au niveau de la promo pour les artistes internationaux. Voilà. Et on le fait tous. Quasiment. Incroyable. Et aujourd'hui, vous avez gardé encore, je sais pas... Des contacts Tu avec manges Maria Carré? Non. Ce que j'allais dire. Tu manges la semaine prochaine? Vous avez des personnes comme ça avec qui vous êtes restés proches? Oui. Il y a plein d'artistes. Alors, on se voit pas tout le temps, mais c'est vrai que on est content de se voir. Je parle par exemple de MC Solar. Voilà, MC Solar. L'autre fois, on s'est croisés. On s'est arrêté. On était tous les deux sur une avenue. On s'est arrêté. On s'est dit non, il faut qu'on prenne un café ensemble. Et on s'est arrêté. On est rentré en premier café. On a pris un café. On a discuté, et toi, qu'est-ce que tu deviens, et tout ça. Et ils me disent des choses vraiment adorables, quoi. Même si cela, il me dit, moi, j'adorais venir au Hit Machine parce que l'émission, elle commençait déjà dès que j'arrivais en voiture sur le parking, quoi. Parce que c'était une bonne ambiance, c'était... Et je crois que tous les artistes qui sont passés, en tout cas qui en parlent, disent la même chose. Disent la même chose. Là, on a tourné une émission qui va passer mardi prochain sur W9. Et il y a Zazie. J'ai vu. Il y a Zazie, il y a Axel Bauer, il y a Jennifer. Et tous ces gens, vraiment, ont été adorables. Et ils ont surtout joué le jeu de chanter les chansons de l'époque. Alors qu'on sait tous que globalement, quand ils font une émission, c'est plutôt pour chanter la dernière chanson. Mais comme quoi ils ont tous joué le jeu. Oui, c'est du dernier. Oui, c'est ça. Alors que là, voilà, Chimène Badi, elle chante entre nous. Voilà, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc ça va être un peu nostalgique, c'est vrai. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Donc ça passe mardi. Mardi 31 janvier sur W9 à 21h05, 10, ça dépend. Et alors, le titre, on peut le dire, spécial émission. Ah oui, non, c'est Génération Hit Machine. Génération Hit Machine. Voilà, tout simplement. On a tourné ça au Palais des Sports. D'accord. Donc c'est bien parce que c'est en public. Nous, c'est ce qu'on aime. On aime faire des émissions avec le public et tout. Je crois qu'il y avait 4000 personnes. Enfin, c'est vraiment... Et voilà, une bonne ambiance. Il y a des magnétos, souvenirs. On va regarder des trucs. On va dire, tiens, voilà, c'est vraiment... L'idée, c'est ça. On a plus axé sur les années 2000. C'était des années amusantes aussi. Mais voilà, j'espère que les gens vont passer un bon moment. C'est sûr, comme vous avez marqué une bonne partie de l'audiovisuel, c'est sûr que les gens vont vous retrouver avec plaisir. Et comme tu le disais, justement, tous ces artistes, quelque part, ils ont été mis en lumière aussi grâce à vous sur une émission que tout le monde regardait. Donc je pense que c'est aussi, pour eux, ça fait partie aussi de leur... Et ce qui est incroyable, ce qui est amusant, c'est que quand on tournait cette émission... Et la veille, ils en tournaient une autre pour une émission d'M6.
Et je suis tombé, moi, sur des artistes que je ne connaissais pas, puisqu'ils sont arrivés après la fin du Hit Machine. Et par exemple, Gibbs, on s'était jamais croisés, donc il est venu droit sur moi et il m'a dit, écoute, j'ai qu'un seul regret dans la vie, c'est de jamais avoir fait le Hit Machine. Et je rigole, je lui dis, mais tu peux pas dire ça. Il me dit, si, parce que quand on est arrivé avec Section d'Assaut, c'était pile le moment où vous avez arrêté. Et il me dit, je n'ai qu'un seul regret, c'est ça. Et après arrive Dadju qui me dit la même chose. qui me dit ah mais le Hit Machine, mais tu peux pas savoir le nom, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'avant qu'ils soient des artistes, c'était aussi des téléspectateurs. Oui. Et c'est vrai que j'y pense pas, mais ils m'ont dit la même chose, et il y en a d'autres, et ils ont tous été adorables. Jennifer a été d'une gentillesse incroyable. Je sais pas, peut-être qu'ils sont partout pareil, mais moi j'ai vraiment ressenti une vraie affection. Un vrai moment suspendu où rien n'est grave. Quand on tournait là l'émission, tout le monde était souriant, tout le monde avait la pêche, tout le monde était content de se revoir. Alors peut-être que ça se passe comme ça sur tous les plateaux, je suis pas sûr. Mais en tout cas c'était vraiment plaisant. Vraiment. Et je pense aussi que ils te rendent ce que tu leur. C'est vraiment, on parle de magie, on parle de temps suspendu, et c'est vraiment... alors c'était déjà le cas à l'époque, on s'en rendait pas compte, mais là je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai vraiment ressenti que tout d'un coup, voilà, tout le monde était calme, posé, content d'être là, content de se retrouver. On a recomposé aussi, on a fait revenir tous les participants des comédies musicales. Oui, j'ai vu. Donc voilà, donc ils vont être là, etc. Donc là aussi, ça crée des souvenirs, parce que là, on parle des boys band, tout ça, mais il y a les eu comédies musicales, période comédie musicale. c'était énorme. Donc voilà, donc c'est toute cette période-là qu'on va retrouver avec d'énormes tubes. On a hâte de voir ça. D'énormes tubes. On a hâte de voir ça. Erwan, j'aimerais bien qu'on passe juste les génériques un peu, voilà, pour ceux qui ont loupé, qui ne connaissaient pas les Hit Machines. Oula. Ouais, la qualité n'est pas très bonne. Non, mais c'était juste tous les génériques de. Tous les génériques. Ils ont évolué, tu sais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, tu sais, c'est ma fille qui me fait remarquer ça, parce que moi, je fais pas bien attention, mais ma fille me dit, ah, tiens, vous avez fait ça. Tiens, en parlant de ta fille. C'est un peu la mémoire de notre duo. Que nous allons bientôt voir. Je suis pour rien pour les génériques, c'est pas moi, mais en tout cas, c'est une jolie rétrospective. Et alors, petit, c'est pas un scoop, j'en ai déjà parlé, mais juste après ce générique, nous arrivions en disant « Je m'appelle Charlie ». Merci de faire la transition, Erwan, si tu veux juste... faire la transition. Charlie, je vais vous raconter l'histoire de ce truc improbable. Alors par contre, elle est en très très mauvaise qualité. Je ne suis pas arrivée à la voir en belle qualité. Je suis désolée. Mais on va voir vos superbes vestes. Midi sur M6, on se quitte en musique. Je m'appelle toujours Charlie. Et je m'appelle toujours Lolo, voilà. On est sur M6 pour le Hit Machine. Le samedi, en compagnie d'un public en folie. Le samedi, en compagnie d'un public en folie.
Gary. C'est marrant parce que ça rappelle forcément plein de souvenirs, mais la chanson, en fait, elle est née parce que, à l'époque, on arrive sur M6 et il n'y a que des filles qui sont engagées. Et pas des moindres. Ophélie Winter, Vanessa Demouy, Olivia Andriaco, Véronica Loubry, que des jolies filles. Et on se dit pour la conférence de presse, mais même pas la presse, ils vont même pas nous regarder. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que entre faire une couverture d'un journal entre Ophélie Winter, Véronica Loubry et Charlie Lulu, on choisit assez rapidement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, tiens, on va se présenter. Génial, Voilà, on va se présenter. Donc, on tourne un petit clip. Donc, j'appelle un copain qui fait un peu de musique. Je lui dis, tu sais faire du rap? Il me dit non. Je dis, bah, tu vas apprendre. Et donc, il fait un petit truc. On va chez lui, on enregistre. Je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu. On vient sur M6 pour le 8 Machine. Et à l'époque, le texte était du lundi au vendredi, même le samedi, enfin, je sais plus. Voilà. Et on enregistre un petit clip sous le métro parisien qu'on balance à la conférence de presse. Et ça marche. C'est-à-dire que la presse, ils sont morts de rire. Et du coup, ils viennent nous voir en disant, ah, alors ça va être quoi? Et on était tellement contents qu'on s'est dit, bah, ça, on va le garder quand même. Je m'appelle pas. Et je crois d'ailleurs que nous sommes les 2 seuls animateurs au monde à s'être présentés systématiquement à chaque Avec émission en disant, je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu. Et il y a encore tous les jours des gens qui me disent, vous êtes Charlie ou vous êtes Lulu? On retient vos noms, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment né comme ça. C'était pour parce qu'on s'est dit, mais on va jamais exister. Les gens vont même pas savoir. Et pourtant, voilà. Mais tout Charlie, depuis le début, si c'est. Mais tout est possible avec oui, Charlie. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est une espèce de gros canevas ou un gros Lego qu'on monte. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Super. C'est pour ça que je dis, je me pose plus de questions. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je vois que l'heure tourne, donc bah il oui. faut que je fasse vite. Il nous reste combien de temps? Il nous reste un quart d'heure. Oh, bah ça va. Si tu veux avoir plus de temps, tu peux en avoir, ça me dérange pas. Ah, super. Parce que je voudrais... Faudrait peut-être demander à la direction. Est-ce qu'on a le droit Ah, mais il est là. Il est là. J'avais pas vu. Oh là là, est-ce que J'avais pas vu. Tu peux prendre on peut continuer. J'avais pas vu qu'il était. Il n'y a pas d'émission derrière. passionnant du coup que... Tu sais, ça c'est l'avantage de faire une émission où il y a la direction, où il y a le grand patron. Il n'y a pas d'émission derrière. Ça c'est l'avantage. Monsieur le directeur. Ça c'est l'avantage. Du coup, pendant combien de temps le Hits Machine? Ça a été pendant 15 ans. 15 ans. 15 ans. Après, on a fait aussi des primes. Oui. On a fait des primes. Là aussi, c'était... Et des tournées aussi. Alors, oui, on a fait des tournées et on prépare une tournée d'ailleurs. À chaque fois, je dis pour l'année prochaine, mais en fait, non, c'est pour cette année. Été. Oui, c'est cet été. Les primes aussi, c'était impressionnant parce que le premier prime, la programmation musicale, elle est tellement folle. Il y a Janet Jackson, il y a les Spice Girls, il y a Ricky Martin, il y a tous les boys bands. Voilà. Et on enregistre cette émission. Je me souviens, c'est le plateau de Nagui. Nagui avait son plateau à l'époque à la Pensani, et on avait, parce qu'il nous fallait un grand plateau. Et on tourne là, on tourne l'émission. Je pars en vacances, et je pars en vacances aux Antilles. Et il y a un décalage, etc., horaire. Et donc, je suis super inquiet pour les audiences. Pour les audiences. Et donc, j'appelle Thierry Bizot, je ne sais plus à quelle heure, à 3h du matin, l'heure de là-bas. Et je lui dis, alors, dis-moi. Il me dit, Charlie, c'est juste hallucinant. Je crois qu'M6 n'a jamais fait un score pareil. À l'époque, il n'y a pas encore les chiffres du loft et tout ça. Mais je ne sais plus, on avait fait, 8 ou 10 millions de personnes. C'était juste impressionnant, quoi. Mais la programmation était... Mais le plateau était juste hallucinant. Oui, la programmation était juste folle. Même moi, je me disais, il est là aussi. C'était assez impressionnant. Tu te rends compte que tout ça vient de 2 petits gamins? Oui, bah oui. Finalement. Oui, c'est ça. Bah oui, mais... Et c'est souvent comme ça. C'est magique. Hein. C'est incroyable. Ce parcours, moi, je trouve incroyable d'avoir pu... dès l'âge de 3-4 ans, réaliser ce rêve, aller au-delà et d'en faire son métier et de faire des belles choses. Enfin, pour moi, il n'y a pas une grosse différence entre le petit Charlie qui était dans sa chambre, qui rêvait un petit peu. Moi, alors, j'avais un rituel. Tous les soirs, si je n'étais pas accouché, je me couchais tard, 22h15, Concorde passait juste au-dessus de ma fenêtre. Juste au-dessus. Ça faisait un bruit épouvantable, etc. Mais je sais pas, moi, Concorde, pour moi, c'était
l'espace, c'était les rêves, le fait de pouvoir aller au bout de ses rêves. Voilà. Et tous les soirs, j'entendais et je voyais Concorde et je me disais, voilà, c'est un signe, enfin c'est quelque chose, c'est ça que je dois suivre en fait. Si Concorde est capable d'aller aux États-Unis en moins de, je crois que c'était en moins de 4 heures, je devrais réussir à me faire une petite place dans ce métier, sans jamais penser à être connu. Parce que en fait, moi, j'avais aucune référence. Voilà, donc je pouvais pas me dire, ah, j'aimerais bien être comme lui ou comme elle, etc. Je me voyais pas comme Michel Drucker, mais voilà, je me disais, j'aimerais bien être quand même dans cet univers-là, ça doit être sympa. Et pourquoi tu es parti aux États-Unis? Pareil. En fait, moi, je fais partie des gens, il y a beaucoup de gens comme moi, lorsque tout va bien, c'est là où ils s'inquiètent. D'accord. Et je suis comme ça, je me suis dit, oula, tout marche bien. Grande qualité, ça. Tout va bien. J'ai 2 enfants. J'ai un garçon, une fille. Je ne pouvais pas rêver mieux parce que là, j'ai le choix du roi. Donc, c'est là où je me dis, il faudrait quand même commencer à réfléchir. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais assistant de beaucoup d'animateurs. Oui. Et j'ai toujours senti l'année de trop. Ou l'émission de trop. Et moi, ça m'a toujours fait un peu flipper, ça. Le côté, je m'accroche. Et j'ai aussi une autre théorie qui consiste à dire que tout ce qui monte doit descendre. Il y a forcément un moment donné où l'émission aurait fait moins d'audience. Voilà. Donc, je pars en vacances aux États-Unis. Miami ? Alors, non, pas Miami. Au début, non. Au début, je pars de l'autre côté. Je pars à Sarasota. Qui est vraiment pour le coup une station balnéaire magnifique, c'est le sable est magnifique vraiment. Bon, et j'y passe 1 mois et demi, presque 2 mois facile. Et j'ai des copains qui viennent et voilà, donc ils viennent, j'ai loué une maison, tout va bien. Et le soir, il est 8h30, il me fait c'est bien, c'est calme hein, quand même. Hein. Ah oui, mais moi c'est ce que je suis venu chercher. Je dis non, c'est sympa, hein, mais c'est très très calme. Hein. Bon, j'ai dit écoutez, vous savez quoi? Allez, demain on prend la voiture, on va faire un tour à Miami. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Et on part entre garçons à Miami et on passe 2 jours de balade où on sort, où on rigole. Et moi, je vois ce Disneyland. Et je me dis, l'année prochaine, je loue une maison à Miami. Et c'est pareil, je pars en vacances. Alors là, il y a tout le monde. Il y a les enfants, il y a ma belle-mère, il y a les copains, etc. On loue une grande maison et on s'amuse beaucoup. Sauf que je vois des gens qui travaillent autant que moi en France, mais qui ont une qualité de vie à côté. Or, moi, à l'époque, on est producteur, on est animateur, j'ai le temps de rien. Je cours tout le temps. J'ai l'impression d'être un médecin parce que je reçois des gens toute la journée. Pourquoi, je ne sais pas très bien. Le samedi, je vais faire les courses. Le dimanche, je dors parce que je suis crevé. Et voilà. Je ne profite de rien. Et je me dis quand même, est-ce que c'est vraiment une vie dont tu as envie ? Et je me dis, tiens, je vais partir 1 an aux États-Unis. Mes enfants sont petits, donc je peux les inscrire à une petite école, enfin à l'école. Et si jamais il y a un problème, on revient. Et en fait, ça a duré 17 ans. Je suis parti aux États-Unis. Pareil, j'avais pas besoin de travailler parce que j'avais déjà un travail. Donc je rentrais tous les 15 jours. Tu faisais des allers-retours. Tous les 15 jours, je rentrais, je prenais l'avion, etc. Alors ça, c'est génial. Au mois de décembre, quand il fait froid et que vous dites à vos copains, allez, salut. Et alors c'est vrai aussi que y a Internet, donc c'est beaucoup plus pratique de pouvoir travailler à distance en fait. Donc les émissions, je reçois les conducteurs, je les modifie, on discute au téléphone, etc. Et c'est faisable. En plus l'émission elle commence à bien rouler, ça fait quelques années qu'elle tourne, donc c'est faisable. Donc et voilà. Et arrivé là-bas, je découvre des gens, je découvre une autre mentalité, une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Et surtout, je me dis, mais il faut que j'apprenne encore aussi. Je suis sûr que... Il y a quelque chose à faire. La télévision aux États-Unis, elle est forcément différente de la télévision en France. Et voilà, et c'est ce qui se passe. En fait, je crée ma société pour tourner en fait, des clips, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, Miami devient super à la mode. Et que tout le monde veut faire son clip à Miami. Donc j'ai dû tourner, sans mentir, au moins 300 clips. Wow. Mais tout le monde, hein. J'ai fait Laurie, j'ai fait Bob Sinclair. Tu parles les Français qui veulent tourner. Oui, d'accord. J'ai fait Bob Sinclair, j'ai fait... mais un nom, et puis tous les trucs d'été, etc. Mais c'est hallucinant.
Et du coup, ma boîte tourne grâce à ça. Et après, on me demande des documentaires, des reportages, et je fais ça. Et un jour, pareil, je me posais la même question. Je me dis, mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même beaucoup de Français, beaucoup de francophones à Miami, là où j'étais, mais il n'y a pas de spectacle pour eux. Donc je me dis, c'est quand même bizarre. Donc quand je pose la question, tout le monde me dit, ouais, bah tu sais, si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Ce qui est la phrase qui m'agace le plus au monde. Parce que, il faut chercher un peu quand même. Bon, je rentre à Paris, je vais dîner avec un ami, et à la table d'à côté, il y a Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, oui. On se connaît pas bien encore à l'époque avec Gad. En plus, prescription, il était avec une fille. Donc je voulais pas le déranger. J'attends. Et au moment du dessert, je tiens plus. Et je vais le voir et je lui dis, Gad, voilà, j'habite à Miami et ce serait bien que tu viennes faire ton spectacle là-bas. Et il me regarde, il me dit, je sais pas, il y a qui à Miami? Je dis, je te jure, il y a ce qu'il faut. Hein. Et comme c'est un garçon un peu malin, il me donne le numéro de téléphone de son père. Il me dit, écoute, appelle mon père. Si mon père dit oui, je dis oui. Le lendemain, je suis dans le bureau de son père, qui me dit oui. Et c'est comme ça qu'on organise. Et c'est la première fois qu'un humoriste français venait aux États-Unis. C'est la première fois que Gad se produit aux États-Unis. Après, ça lui a évidemment porté bonheur, parce qu'il est talentueux. Mais ça naît comme ça. Moi, j'avais jamais produit de spectacle ni en France, ni du tout. Je savais même pas comment on faisait. Mais l'avantage aux États-Unis, c'est ça. Les portes sont plus ouvertes. Elles sont plus ouvertes. Comme, et là aussi, il n'y a pas de secret, c'est aussi basé sur l'argent. Mais c'est clair. Voilà, ils se disent, si voilà, on ne sait jamais, peut-être que ce garçon peut me faire gagner des milliers de dollars, on y va. Et ça se lance comme ça. Et donc, j'apprends comment on produit un spectacle. Alors, le plus compliqué, c'est la promotion. C'est-à-dire que entre Miami et Orlando, il y a à peu près 500 km. Je fais toutes les boulangeries, enfin tout ce qu'il y a de français entre Miami et Orlando. La moindre petite vitrine, etc., je colle une affiche. Le moindre truc, je donne des flyers. Je m'associe avec le consulat français pour avoir la Marianne, parce que c'est important, la Marianne sur une affiche, ça crédibilise. Et voilà. Et j'avais demandé à un copain de gérer un peu les comptes. Et il s'appelait Dominique. Et je lui ai dit, Dominique, écoute, voilà, tous les jours, tu vas me faire un rapport par rapport aux places vendues. Tu me dis où on en est. Et il me disait, voilà, si on faisait le spectacle aujourd'hui, tu perdrais tant. Bon. Et le jour, il m'a dit, écoute, si on faisait le spectacle aujourd'hui, tu gagnerais rien, mais tu perdrais rien. Je me suis dit, c'est génial. Et après, ça s'est blablassé, parce que les Français, ça je ne savais pas, mais c'est un peu particulier, c'est-à-dire que dès que tu annonces un spectacle, ils vont se ruer sur les premières places, et après, plus rien. D'accord. Donc, c'est flippant. Parce que moi, je me suis dit, waouh, mais je vais tout perdre. Parce que moi, j'avais tout investi. Tout investi. Ah, mais oui, c'était vraiment. Imaginons qu'il y aurait eu 12 personnes, je perdais beaucoup d'argent. Mais j'y croyais. Mais j'étais persuadé, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des Français, Gad Elmaleh, il a un vrai talent. Il n'a jamais fait. Lui, ça va lui faire plaisir de le faire. Je me disais, c'est impossible que ça puisse pas fonctionner. Voilà, et c'est vrai que ça a fonctionné. Gad, depuis, j'ai dû le produire 3 ou 4 fois là-bas, et maintenant il fait sa propre vie aux États-Unis et il le fait très bien. Et du coup, j'en ai fait d'autres. D'accord, donc tu as été producteur en fait pendant cette période aux États-Unis. Oui, parce que pareil, je voyais pas comment c'était impossible d'avoir un public francophone. Il y a des Canadiens, il y a 5 millions de Canadiens qui viennent en Floride. Voilà, donc c'est impossible. Moi, je voulais juste remplir un théâtre de 4000 places. Donc, et voilà. Et après, ça s'enchaîne. Après, je fais même Star 80. Oui, Star 80. Voilà. Et l'apothéose, c'est vrai que c'est Johnny. Voilà, c'est Johnny Hallyday, où là, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse. Oui, ça, c'est Johnny qui vient. C'est ton plus beau souvenir, ça, Johnny, ou pas? Pour le spectacle? Ouais, parce que c'était vachement émouvant. Il y avait plein de trucs. La façon dont ça a été fait, en fait, j'ai dû utiliser un subterfuge pour le faire parce que son producteur à l'époque, il n'était pas très chaud, tout ça. Donc j'ai dû mentir, j'ai trouvé une espèce de cheval de Troie et passer. Mais quand vous avez Johnny était à Los Angeles, moi j'étais à Miami, et mon téléphone sonne et c'est Johnny qui me dit on va le faire ton truc.
Alors que Johnny, je l'avais déjà vu, enfin, il était déjà venu dans l'émission, tout ça, mais là, ça prend vraiment... voilà, là, c'est un spectacle que je produis. Donc, je suis plutôt content. Et puis, le jour arrive. Ce qui m'a vraiment fasciné, c'est... il y a à peu près 30-35 personnes qui travaillent pour Johnny. Mais qui travaillent vraiment pour Johnny. C'est-à-dire que tout le monde est là pour une personne. Les musiciens, les habilleuses, les maquilleuses, etc. Voilà, les choristes, tout le monde est là pour une personne. Et après, ils ont fait leur boulot et c'est à lui de faire le sien. Ça court pas dans tous les sens et chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Je discute avec le type qui s'occupe des guitares. Je le vois en train d'accorder au moins 7 ou 8 guitares. Et je me pose la question, enfin, je regarde. Et il me dit, parce que à tout moment, Johnny, il vient, il prend une guitare. Voilà. Donc, comme je ne sais pas laquelle, je les accorde toutes. D'accord. Ah, je trouve ça génial. Je trouve ça, c'est un vrai métier, quoi. Voilà, il me dit, j'espère qu'il va pas faire comme la dernière fois, parce que la dernière fois, il a pris une super guitare, il l'a donnée à quelqu'un du public. Mais voilà, je réapprends encore mon métier, ou alors, je me refais une mise à niveau en disant attention, un show, c'est ça. Un show, c'est ça. Il faut être... Justement, Charlie, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, de développer là. Quel regard tu portes, toi, sur... il y avait cette culture du show, du spectacle, télévision notamment, avec M6, tout ça. Parce que cette histoire qui est formidable, que tu as vécue, avec notre époque, la génération d'aujourd'hui. La place de l'Internet, le poids, l'influence des réseaux sociaux sur le plan de l'art et de la culture. Sur ces deux périodes un peu historiques, quel est le regard que tu portes là-dessus? Mais moi, je pense que les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas grave. Au contraire, il faudrait, mais il faut que l'un inspire l'autre, en fait. Moi, j'ai trop l'impression qu'aujourd'hui, la télévision, elle fait des trucs dans son coin qui sont un peu vieux, un peu vieille télé, sans se rendre compte que le monde est en train de changer, en train d'évoluer, qu'il y a toute une catégorie de jeunes qui ne sont plus du tout inspirés par la télévision, et je les comprends. Voilà, moi, mes enfants, la télévision, ça leur passe au-dessus. Voilà. Et c'est marrant parce que ça doit faire maintenant... un peu presque un an, que je m'intéresse beaucoup aux vidéos d'Instagram ou de TikTok, etc. Et je trouve qu'il y a vachement de création. Je trouve qu'il y a vachement de gens qui sont talentueux, qui font des choses. Alors, le seul problème, c'est que pour l'instant, ça ne rapporte pas encore d'argent. Il n'y a pas de business model. Mais ça va venir. Voilà. Et il faut que la télé se dépêche d'embrasser tu penses que ce sont des modes d'expression qui devraient être complémentaires plus que dans l'adversité? Complètement, bien sûr. Oui, mais la télévision... Parce que dans les réseaux sociaux, souvent, il y a aussi des sociologues, des philosophes qui disent on trouve le pire et le meilleur. Mais bien sûr, on trouve le pire et le meilleur. Tout comme en télé, on trouvait aussi le pire et le meilleur. C'est pareil. Moi, je pense que c'est juste le signe d'une société qui évolue, qui est en train de changer. Voilà, mais il y aura... Écoutez bien ce que je dis, et dans très longtemps, il y aura des choses incroyables qui vont se passer sur Internet, évidemment. Il y aura des shows incroyables. D'ailleurs, ça commence. Ça commence, c'est pour ça, quand tu dis dans très longtemps, je pense pas que ce soit si loin que ça. Il y aura des choses hallucinantes, etc. Et il faut déjà des gens comme moi qui ont justement fait plein de choses en télévision. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui va se passer dans les années futures. Parce que c'est beaucoup plus souple, en fait. C'est beaucoup plus souple. Après, il faut bien travailler le contenu. C'est tout. En fait, tu es toujours dans l'aspect positif des choses, quoi. Toujours, oui. te projettes toujours dans toutes les transformations possibles, avec beaucoup de confiance et puis créativité. C'est juste inouï, cette chance de pouvoir faire ce qu'on aime, d'être... moi, j'ai souvent c'est la cerise sur le McDo, quoi. C'est-à-dire que j'ai le truc en plus. Ah merde, j'avais compris la cerise sur le McDo, c'est ça que tu as dit? Oui. Joli, belle métaphore. C'est ça. C'est-à-dire que faut aimer le McDo. Voilà, moi je suis un garçon. On en parle. Tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive, c'est juste hallucinant. Donc, si en plus je me plains. On a le droit de me tirer les oreilles en disant il est gentil lui. Non, moi je prends tout comme ça,
je prends tout à bras le corps et demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. Ouais, ça je suis un réel optimiste. Ah mais vraiment. Pour moi, tout va aller bien, tout va bien se passer. Il n'y a aucune raison. Voilà. Et moi, il y a juste la petite dernière partie, parce qu'on ne peut pas en découler. Il y a la partie où moi, je t'ai rencontré, que je pense que c'est la partie où tu es le plus discret. Oui. Sur ce que tu... Enfin, je ne sais pas si on oui, non, bien sûr. Non, bien sûr, ou... parce que alors là aussi, j'en suis fier, mais vous allez comprendre, parce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'alors, en fait, je crois que je suis en train de boucler la boucle. Oui. Voilà, je donne des cours à des jeunes étudiants qui vont devenir, qui vont me mettre à la porte finalement, qui vont te remplacer, tes futurs. Pousser vers l'extérieur. Voilà. C'est ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis que la boucle est bouclée. Et donc je les forme. Et c'est génial parce que ils ont 20 ans. Aussi, c'est vrai qu'ils ont envie de bouffer la vie. Moi, je suis juste là pour leur dire attention parce que il peut y avoir des écueils. Et surtout, en fait, au-delà de ça, j'essaie de leur apprendre à se révéler. En fait, je leur explique que on est tous différents, mais dans ce métier, c'est ce qui va faire leur force. C'est-à-dire que c'est le fait d'être différent. Physiquement, intellectuellement, leur façon de penser, etc. C'est vraiment ce qui va. Et là où je suis ravi, là, c'est ma troisième saison. Là, ça y est, il y en a qui commencent à faire parler d'eux sur RTL, sur Europe 1, sur LCI. Voilà, ça y est, ils commencent à exister. Et alors, c'est pas grâce à moi, hein, c'est parce qu'ils ont un talent. Et moi, je les accompagne. Moi, je suis juste là pour accompagner. Et c'est vraiment, c'est top. Et je voulais... Tu avais envie de transmettre cette passion, de transmettre ce... un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand j'étais petit, à un moment donné, je voulais être prof. Je voulais être prof de français. Ah bah ça s'explique, quand même. Et quand je suis arrivé au lycée, je ferme la boucle. Je deviens prof. Quand je suis arrivé au lycée, je sais pas, ils ont l'air chiants, les élèves. Donc, je voulais plus être prof de français. Mais donc là, voilà, c'est exactement ça. Je boucle la boucle. C'est vraiment super intéressant. Et pourquoi je t'ai appelé, c'est que je me suis dit, je voudrais qu'ils soient confrontés à la réalité. Oui, mise en condition. C'est-à-dire la préparation d'une émission, comment ça se passe, le trac qu'on peut avoir, l'oubli, enfin, et le maquillage. Parce que ça fait partie intégrante de notre métier, c'est d'être maquillé avant d'aller sur le plateau. Et c'est très souvent le moment où on lit ses fiches, c'est le moment où la maquilleuse, comme elles sont en général très sympathiques et plutôt jolies, sauf à France 2. Ça n'engage que moi. Oui. C'est un petit moment, je parlais de bulle tout à l'heure, super important. Et je voulais qu'ils passent par ce sas pour qu'ils se disent, bon ben voilà, là maintenant, on y est quoi. C'est pas seulement Charlie va nous mettre devant une caméra, ou il va y avoir un invité, etc. On est exactement dans la configuration du réel. Et à chaque fois, ça loupe pas. D'abord, je leur dis très peu, je leur dis pas qu'ils vont être maquillés, ou alors je leur dis la veille, mais je leur dis pas en amont, de façon à ce que... Et à chaque fois, ils sont, ah ouais... on va être maquillé. Ah non, c'est du sérieux. Ah oui, bien sûr. Le fait d'avoir le maquillage. Ça bien sûr. Le maquillage en télévision, au cinéma sans doute, hein, mais en télévision, c'est très particulier. Parce que c'est vraiment un moment suspendu. C'est un moment où je dis, voilà, t'as la truc parce que, parce que tu sais que là, ça y est. Puis tu vas glisser dans un personnage. C'est exactement. Juste avant, t'es là, tu te balades dans les couloirs, c'est rigolo, etc. Il va falloir assumer. T'es assis, là, déjà, tu peux pas bouger parce qu'elle te maquille. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, c'était important pour moi. Et Isadora, elle a compris tout de suite. Elle m'a dit oui tout de suite. C'est pour ça que tu me dis que tu étais étonné. Mais moi, j'étais étonné parce que je me suis dit, waouh, c'est génial. En fait, moi, je revenais des États-Unis où des choses, ça allait super vite et tout. Et je trouvais que, au contraire, en France, c'était un petit peu lent. Donc, le fait de tomber sur quelqu'un qui pensait comme moi, à l'américaine. Non, mais je trouvais ça génial, vraiment. Mais en tant que professeur, maintenant, tu leur enseignes, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc qui est vachement important, c'est de s'interroger, avoir la réflexion quand tout va bien, et pas quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, dans l'adversité, on est bousculé. Donc on essaie de trouver des alternatives, des solutions. Et quand on va bien, on ne s'interroge pas du tout. On se laisse porter un petit peu par cet état de grâce, par ce bonheur. Hein, et tu leur parles de ça? Je leur apprends surtout à appréhender le succès. Parce que le succès, c'est quelque chose de particulier. La notoriété, c'est quelque chose de très particulier. Globalement, c'est pas naturel.
Tu sors de chez toi, tu vas faire tes courses, tu reviens chez toi, il ne s'est rien passé, ça c'est normal. Quand tu sors de chez toi, qu'il y a des gens qui te connaissent, que toi tu ne les connais pas, qui t'appellent par ton prénom, que ta boulangère te dit la baguette, je vous l'offre, ou que ton banquier, là, c'est pas tout à fait normal. Et donc le danger il est là, c'est que tout d'un coup tu dis mais en fait je suis génial. Mais voilà, je m'aime et c'est là où est le danger, parce que malheureusement, oui c'est ça, parce que malheureusement nous ne sommes pas tous géniaux, ça saurait. Et c'est là où est le danger, parce que tu bascules, parce que les gens que tu côtoies changent. On dit souvent oui il a changé etc, mais les gens changent. Moi je me souviens quand j'ai commencé chez le chaman à faire de l'antenne, mon banquier, qui était mon banquier depuis quelques années, m'appelle, me dit mais Charlie, mais vous n'avez pas de carte premier? Et je lui dis ben non. Il me dit mais comment ça se fait? Je dis parce que vous ne me l'avez pas proposé, tout simplement. Il me dit on va rectifier ça et puis je vous l'offre. C'est la vie normale ça? Pas du tout. Donc voilà, donc j'essaie juste de leur dire attention, parce que ça peut aller très vite, ou quelquefois on peut vous faire croire que ça peut aller très vite. Donc méfiez-vous de ça, méfiez-vous des faux amis. Entre la fiction et la réalité. Mais oui, parce que c'est pas la vraie vie. Parler à une caméra, c'est pas tout à fait normal. Personne ne se lève le matin et dit ouais salut. Non, c'est pas tout à fait. Donc mais ça il faut l'appréhender, parce que si les gens vous aiment bien, il faut le prendre comme un capital de sympathie, mais il faut le gérer. Il faut tout simplement le gérer, parce que ça fait bizarre. Donc vous dites mais pourquoi parce que quand vous faites de la télévision, surtout au début, en fait vous pensez que, enfin moi c'était mon cas, je pensais qu'il y avait que les gens qui me connaissaient qui me regardaient. Ce qui est plus pratique, parce que quand votre mère vous dit je t'ai vu, c'est normal, c'est ma mère. Quand un copain vous dit je t'ai vu à la télé, c'est normal, c'est un copain. Mais quand les gens que vous ne connaissez pas, tout d'un coup, alors moi en plus j'étais identifiable, moi en 15 jours les gens m'appelaient par mon prénom dans la rue, et je me suis dit, mais c'est... ou alors je croisais des gens qui me disaient on se connaît. Je sais pas, t'étais où à l'école? Je cherchais, il fait mais non je t'ai vu, et ça c'est perturbant. Quand on n'a pas l'habitude. Il y a un joli sketch comme ça, là, je sais plus, c'est un artiste, un arabe, je crois, qui fait appeler son père en direct par téléphone, qui lui dit papa, regarde, je passe à la télévision, regarde. Puis son père, il regarde comme ça, il prend le téléphone, il fait ouais, dis-le à personne, s'il te plaît. Oui. Non, mais voilà, donc c'est beau. Je leur apprends ça, je leur apprends juste à bien garder les pieds sur terre. Et puis le métier a changé. C'est un peu plus violent qu'avant quand même. Ça va vite maintenant. Donc voilà, je leur apprends à essayer d'être bien dans leur tête, parce qu'ils vont passer par des stades compliqués. C'est l'un des métiers les plus difficiles. Et j'inclus la chanson, être comédien, parce que globalement, dans tous les autres métiers, manuels et autres, etc., sans dénigrer quoi que ce soit, quand vous rentrez chez vous, on débranche un peu. Voilà, on débranche. Ce métier-là, non, parce que vous vous remettez toujours en question. Vous n'êtes jamais sûr. Est-ce que c'est la bonne chanson? Est-ce que c'est le bon truc? Est-ce que j'ai assez bien chanté? Est-ce que la tonalité n'est pas trop basse? L'animateur, c'est pareil. Est-ce qu'on a bien bossé le conducteur? Le comédien, c'est pareil. Est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Donc, tout ça, ça mine, c'est compliqué à gérer, et ça travaille. Et il suffit que vous ayez passé une bonne journée, vous croisez quelqu'un qui dit j'ai écouté ta chanson, j'aime pas. Boum, c'est fini pour la nuit. Vous pouvez, voilà. Et c'est pareil pour une émission de télé. On ne fait pas forcément de cadeaux. Non, c'est ça. Et donc, après, il faut prendre du recul. Et puis... Oui, mais on apprend avec le temps. Voilà, c'est ça. Au début, c'est comme si vous prenez une grande... C'est de lâcher prise dans ce métier. Oui, mais on ne peut pas, je crois. Mais il faut pas. Et puis surtout... Sinon, on s'arrête, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ça vient avec le temps. Ça vient pas instantanément. Comme tout est focalisé sur vous au début, c'est compliqué d'un coup. Voilà. Super. Écoute, Mais non, mais c'était super gentil. Je pense qu'on a fait, essayer de faire le tour pour finir justement. C'était très agréable. Transmettre ta passion, je trouve ça, moi, très humble. De toute façon, tu es quelqu'un de très humble, de très simple, de très généreux. On côtoie, et moi je côtoie beaucoup de personnes. Mais je côtoie beaucoup de personnes, et des personnes vraies, authentiques, sincères, qui donnent sans rien demander, qui sont généreuses. Il n'y en a pas beaucoup.
Donc je pense que c'est aussi ta force parce que... Comme je disais, c'est un métier effectivement qui est tellement auto-centré que il y a certains qui ont un peu plus d'ego que d'autres. Mais bon, c'est pas grave, il faut pas le prendre au sérieux, ça fait rigoler. Voilà. En tout cas, merci pour cette invitation. Je suis vraiment très contente de t'avoir reçu. J'espère que tu as... Mais moi, j'ai adoré. On a été à la hauteur de ton parcours. D'être comme à la maison. C'est un vrai plaisir. C'était intéressant. Comme à la maison. Donc. En tout cas, on s'est délecté de ton parcours, vraiment, pour les gens. Dans les coulisses de Hit Machine. Oui. Et je vous ai pas tout dit. Oui, c'est sûr qu'il y en aurait beaucoup, mais en tout cas, oui, je voulais juste vous poser une dernière question. Peut-être. Dans toutes les émissions que tu as faites avec Hit Machine, est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a le plus touché? Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a, je parlais de Johnny tout à l'heure. Moi, Johnny, je l'avais vu qu'à la télé. Quand Johnny déboule sur le plateau, il est là et qui me dit « ça va Charlie », je dis « Johnny me connaît ». Johnny connaît mon prénom. Mais vous imaginez dans ma tête. Voilà, Prince. Voilà, on nous dit Prince veut faire le Hit Machine. Wow. Pardon. Voilà, et le type, on nous prévient, on nous dit attention, Prince il est pas facile, alors que le type il est adorable. Il dit bonjour à tout le monde, il est super gentil, etc. Donc des souvenirs comme ça, j'en ai plein. Je me souviens de Michel Sardou, par exemple, Michel Sardou qui vient. Et qui nous appelle, je ne le connais pas, Michel Sardou, qui nous appelle dans sa loge parce qu'il venait de s'acheter, à l'époque, je crois qu'on n'était pas encore en iPhone, mais en iPod, ou je ne sais plus quoi, enfin bon, et il avait acheté des nouvelles enceintes, et il nous dit, vous avez vu les gars? Et je me dis, mais je vais me pincer, parce que Michel Sardou, il a vécu déjà tellement de choses, que là, il nous appelle tous les deux dans sa loge pour qu'on regarde le nouveau truc qui vient de s'acheter. Donc, il y a forcément des choses bizarres qui se passent, mais c'est ça qui est bien. Voilà, donc des souvenirs, j'en ai plein. Non, t'en as tellement, je pense plein, vraiment. Tu devrais faire même un recueil. Ouais, c'est ça. Un recueil, avec des photos. Un livre, avec des photos. En tout cas, voilà, c'était très sympathique. Bon, je suis vraiment, je suis très contente que tu aies accepté cette invitation. Merci beaucoup. On va se quitter avec 2 extraits de chansons, donc celle de Outshine, qui va être Roméo, et puis on prend une dernière chanson où tout le monde va pouvoir danser, que tout le monde connaît. Moi je vois pas du tout, mais tu les as pas entières, les chansons? Si. Ah bon. Mais on est obligé de passer par là. On te retrouve donc le 31. Oui. Pour la spéciale. Le 31 janvier, voilà. W9. Super. Voilà, une émission sympathique, pareil, qui ne se prend pas la tête, juste pour vous divertir. Parfait. Rendez-vous pris. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Et puis Aude, Shine, on va écouter donc Harley. Voilà. J'ai le make-up qui coule sur mes joues. Quelques traces de sang sur mes bijoux. Violent, c'était violent. Comme un coup de batte dans tes dents. J'ai la folie de Queen. Ouais, comme Harley Quinn. On n'est jamais ensemble. Même dans mes draps tu trembles. Tu prends ta part du démon, tu deviens fou. T'as des bleus à force de rester à genoux. Marrant, c'était marrant. T'as un œil au cœur noir grâce à maman. J'ai la folie de Queen. Ouais, comme Harley Quinn. On n'est jamais ensemble. Même dans mes draps tu trembles. J'ai la folie de Queen.
J'ai la folie de Queen. Ouais, comme Harley Quinn. On n'est jamais ensemble. Même dans mes draps, tu trembles. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Les poissons font des bulles et l'herbe est verte dans la forêt. Je me suis acheté un pull, il est en laine et en jersey. Ne mange plus de pommes car je suis tombé sur un pépin. Après tout, je suis qu'un homme car je cours moins vite que le train. Ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Je crois que si j'étais chauve, je ne me laverai jamais les cheveux. J'adore bien les guimauves parce que ça rend